Pour les femmes, qu'elles ont à donner est beaucoup plus sensible que nous les hommes. Nous les hommes, dans l'acte sexuel, on est là, on pénètre, on n'est pas pénétré en fait. L'idée, c'est que les femmes, il faut qu'elles apprennent à comprendre déjà, poser leurs limites dans la rencontre, qui est-ce qu'elles veulent rencontrer et avec qui elles n'iront pas plus loin. Ça veut dire arriver à décrypter les premiers signes d'une personne qui ne va pas respecter vos limites. Et ça, dès le text game, dès le premier date, on va pouvoir l'identifier. Souvent, on dit « Ah bah moi, je veux un mec comme ci, comme ça. » Mais comment tu gères les conflits? Bah oui, le couple sain, c'est obligé qu'il y ait des conflits. Ok, parfait. Salut, c'est Thibaut, donc de Lovers in Paris. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient constamment chez les femmes qu'on accompagne. Le fameux « je n'arrive pas à poser mes limites, j'ai l'impression de perdre mon temps, je sais ce que je devrais dire mais je ne le fais pas, je sais que ce qui me dérange plutôt, mais je laisse passer ». Aujourd'hui, j'ai convié Thomas, un coach dans l'équipe donc Lovers in Paris, qui accompagne des femmes, mais aussi des hommes, au quotidien dans leurs rencontres. Et donc pour répondre à ces fameuses questions finalement, donc de poser ses limites dans ses rencontres quand on est une femme. Donc le titre de cette émission que j'ai marqué ne perds pas ton temps avec lui, les signes qui ne me trompent pas, mais on va bien parler donc de poser ses limites. La première partie, donc déjà ça va être comprendre le problème finalement, pour que vous puissiez vous identifier le problème de ne pas poser ses limites, ce que ça implique, les fausses limites vis-à-vis de ça. Quand ça vous dérange, pourquoi est-ce que vous n'osez pas finalement sortir de cette situation, pour comprendre un peu plus en profondeur. Ensuite, en partie 4, ce que Thomas travaille en coaching avec les clientes qu'on accompagne, pour que vous puissiez comprendre finalement concrètement comment on fait pour arriver à poser des limites et à vivre bien avec ça. Et enfin, le petit message de fin pour que vous puissiez potentiellement nous rejoindre si c'est ce que vous désirez. Donc Thomas, ce qu'on peut faire, vu que c'est la première émission potentiellement qu'elles vont voir les femmes de Lovers in Paris, tu peux te présenter peut-être en 5 minutes avant qu'on démarre déjà. Yes, avec plaisir. Salut Thibaut, merci pour ton invitation. Donc moi je suis Thomas, je suis love coach, je dis sex and love coach. Donc j'accompagne les hommes et les femmes dans leur vie amoureuse, dans principalement aussi dans la phase de rencontre. Qu'est-ce qu'on va mettre en valeur, comment on va choisir de se mettre en valeur pour attirer le ou la partenaire qui nous fait envie. Ça fait donc maintenant 3 ans que je travaille avec l'équipe, avec grand plaisir. Ça me permet de mieux comprendre les problématiques de chacun. Ça me permet aussi de faire profiter de mon expérience. Moi, je vais avoir 46 ans là dans 10 jours. Je suis père d'un enfant. Je me suis séparé de sa mère il y a 8 ans maintenant exactement. Et voilà, ça fait plus de 25 ans que j'ai une vie amoureuse complètement hétérosexuelle et donc ça me permet à la fois de travailler avec des hommes et des femmes, de partager aux hommes le point de vue des femmes, de mieux les comprendre et aussi pour les femmes de savoir comment les hommes les perçoivent, de mieux les aider à créer un profil, de se respecter justement, d'arriver à poser des limites, de définir les besoins. Et voilà, moi ça me nourrit beaucoup, c'est des grands moments de partage et ça permet aussi moi d'évoluer à travers ça dans ma vie personnelle. Ok, bon, on va faire la transition avec la première partie. Du coup, le problème que ces femmes rencontrent, on en avait parlé avant de programmer cette émission, le problème de poser ses limites. Déjà, Thomas, ça, je te pose la première question. C'est pourquoi autant de femmes, elles disent qu'elles ressentent des difficultés à poser des limites déjà dans leur relation? Pourquoi? Ça va être forcément multifactoriel. Moi, je pense qu'il y a quand même, tu vois, au niveau de l'éducation, il y a tout. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, pendant très longtemps, il y a eu le devoir conjugal. Il faut être une bonne femme. Il faut savoir faire à manger. Il faut être une bonne amante. Tu vois, c'est toujours cette histoire de il faut correspondre à un modèle, à quelque chose, plutôt que de se poser d'abord la question, mais qu'est-ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie? Tu vois, j'étais en coaching hier avec une fille et donc elle a fait des rencontres, c'est pas difficile pour elle, mais à chaque fois elle est déçue. Et quand je lui pose la question, mais quel type d'homme as-tu envie de rencontrer? Elle sait pas. Quel que tu voudrais comme relation? Elle sait pas non plus. Donc typiquement, pour poser ses limites, il faut déjà comprendre ses besoins. Et c'est déjà un premier travail à faire, dire qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quels sont tes besoins? Comment tu pourrais compléter ta vie personnelle avec un partenaire? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte dans ta vie? Ok. Et est-ce que tu retrouves souvent finalement le même besoin finalement quand tu le verbalises avec elle, quand tu les aides à le faire? Est-ce que tu retrouves souvent le même schéma ou au contraire c'est quelque chose qui change complètement d'une femme à une autre? Quand on creuse, de toute façon, on veut tous plus ou moins la même chose, surtout les femmes. L'idée, c'est qu'elles veulent un partenaire avec qui passer des bons moments. Chose simple, tu vois, on finit le boulot, on va boire un verre dans un endroit sympa,
on va voir un coucher de soleil, on va se balader dans la nature, on rentre à la maison, on va faire l'amour. L'idée, c'est tout le monde veut quelque chose de simple. Sauf que vu qu'on est tous différents, ces choses simples, on va pas avoir les mêmes envies. Donc, l'idée, c'est d'aller aider à chercher les hommes et les femmes, parce qu'au final, cette problématique-là, c'est à peu près la même. C'est qu'est-ce que tu as envie de partager avec ton partenaire. Si on le fait pas, en fait, on va avoir tendance à, si on comprend pas nos besoins, on va pas poser nos limites. C'est-à-dire qu'on va accepter tout ce que l'autre en face impose. Le truc, c'est que pour les femmes, c'est beaucoup plus sensible parce que quand on arrive à la sexualité, ce qu'elles ont à donner est beaucoup plus sensible que nous les hommes. Nous les hommes, dans l'acte sexuel, on est là, on pénètre, on n'est pas pénétré en fait. En tout cas, dans une relation hétérosexuelle. Donc, l'idée, c'est que les femmes, il faut qu'elles apprennent à comprendre déjà, poser leurs limites dans la rencontre, qui est-ce qu'elles veulent rencontrer et avec qui elles n'iront pas plus loin. Ça veut dire que ça va être arriver à décrypter les premiers signes d'une personne qui ne va pas respecter vos limites. Et ça, dès le text game, dès le premier date, on va pouvoir l'identifier en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de confiance en elle ou même aussi envers les hommes qui est en jeu finalement par ce problème de poser ses limites ou ça n'a rien à voir? Ça peut être de la confiance. Avant tout, ça va être de la valeur perçue. Souvent, tu vois, là encore une fois, hier j'étais en coaching avec une femme et la valeur perçue qu'elle a d'elle-même, je vois très bien qu'elle est inférieure à la valeur perçue que j'ai d'elle. Ah, tu vois, moi comme je la vois, comme j'échange avec elle, je vois une femme intelligente, indépendante, qui monte son business. En plus, a la chance d'être née avec, tu vois, un joli visage, avec un corps et un visage qui correspondent à ce que on attend d'une femme en France. Mais elle voit pas du tout ça. Elle a pas cette confiance en elle, elle a pas cette valeur perçue d'elle-même, ce qui fait qu'elle va accepter des choses des hommes et elle va se laisser attendrir au moindre discours de séducteur, on va dire, où l'homme va chercher à obtenir ce qu'elle a à offrir de plus précieux, c'est-à-dire sa sexualité. Et là, elle a eu une relation avec un homme. Franchement, moi, je voyais des lanternes rouges de tous les côtés. J'ai essayé de l'accompagner pour qu'elle observe, qu'elle pose les bonnes questions pour comprendre le mieux le profil de la personne. Forcément, elle y est allée. Ça s'est au final pas bien passé, mais en tout cas pas à la hauteur de ses espérances. Derrière, le but, c'est pas de s'en vouloir, c'est pas de culpabiliser. C'est OK, là, t'as un constat, t'as pas respecté tes limites parce que t'as pas défini tes besoins. Tu ne connais pas ta valeur réelle, perçue, la valeur de toi sur le marché de la séduction. Donc, tu acceptes des choses inacceptables. Quand une femme, elle a 30-35 ans, je veux dire, déjà, elle est sur l'offre du marché de la séduction, elle est au top de sa valeur perçue par les autres. Et l'idée, déjà, faut arriver à comprendre ça. Et vu que les femmes sont beaucoup plus émotionnellement sensibles que nous, elles vont, dès qu'un homme sait parler à une femme, il va arriver à obtenir ce qu'il a envie d'elle. C'est-à-dire que ça soit, OK, je veux obtenir d'elle la vie complète et le mariage, il peut lui projeter ça. S'il veut juste la faire rêver pour avoir du sexe avec elle, ça peut aussi être très simple à mettre en place. Voilà. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on a vécu avec ces personnes. C'est qu'étant donné qu'elle n'avait pas défini ses limites, elle ne s'est pas respectée assez, donc elle s'est retrouvée dans une situation qui après l'a fait souffrir. Et c'était pas la première fois. Donc le but, maintenant, ce qu'on va arriver à faire ensemble, c'est définir ses besoins. Moi, j'ai exprimé, en gros, je l'accompagne à lui dire, voilà, moi, je te verrais bien avec ce type d'homme. À partir de là, comment on va attirer ces hommes-là, si elle est d'accord avec ça, comment on va attirer ces hommes-là sur les applications de rencontre, comment après, on va arriver à décrypter le profil de la personne le plus vite possible à partir du profil qu'il a mis en ligne, parce que ça veut dire beaucoup de choses, hein. Quand on sait décrypter un profil autant d'hommes que de femmes, on peut apprendre beaucoup de choses de la vie de ces personnes-là, et quelle va être sa personnalité, quelle va être ses traumas émotionnels, qu'est-ce qui risque de se produire et comment communiquer avec cette personne. Et à partir de là, on sait si ses limites vont être respectées ou pas, si ses besoins sont respectés ou pas. Et ça permet d'avancer plus sereinement et de perdre moins de temps. Dis-moi si je dis pas trop ou si voilà, effectivement, ça fait le lien assez bien. Tu parlais aussi qu'il y avait beaucoup de red flags, par exemple, dans les rencontres qu'elle faisait. Donc, moi, de manière générale, quand une situation elle se répète plusieurs fois, tu vois, quand on dit il y a un pattern, un motif qui se répète, c'est effectivement qu'il y a bien un problème précis. Là-dessus, par exemple, si on prend l'exemple de cette femme, sans dire son nom, mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu identifiais finalement qui était vraiment problématique dans ces rencontres et qui l'éloignait du coup des rencontres qu'elle voulait faire? Ce qui est, tu sais, en fait, on est éduqué à beaucoup de choses. Enfin, on est éduqué à beaucoup de choses dans notre société. On est principalement éduqué sur l'éducation, sur le calcul, la lecture. Voilà, c'est principalement la capacité à lire et à calculer. On nous rend efficaces en fait sur le marché du travail, mais à aucun moment on nous rend efficaces dans la vie, c'est-à-dire à comprendre nos émotions, à les observer, à comprendre qu'on s'est construit tous différemment avec différentes expériences de vie et
qu'à partir de là, on essaye de rentrer en communication avec d'autres humains qui ont des prismes de perception complètement différents des nôtres. Donc l'idée, c'est que on va tous vers un partenaire avec notre prisme à nous et nos attentes à nous qui vont dépendre de nos expériences de vie. Et souvent, tout ça se crée à partir des blessures émotionnelles, que ce soit des peurs de manquer, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être humilié. Et ce qui fait qu'on va aller s'accrocher dès l'adolescence à un partenaire en espérant que ce soit le bon. Mais l'idée, c'est déjà, plus on va apprendre à se connaître, plus on va comprendre, nous, notre prisme à nous, plus on va aller voir ce qu'on va répéter, justement, comme surtout quand on a de l'expérience, qu'on a répété, comme tu dis, des patterns, des schémas. Ça va nous permettre de voir à travers ces expériences-là qu'est-ce qui s'est reproduit inconsciemment qu'on ne voyait pas. Et ça, c'est vraiment mon job, en fait, c'est d'arriver à mettre un miroir et de dire, voilà, là, tu vois, pour moi, ce que je perçois dans ce que tu as vécu, tu l'as déjà vécu dans quelque chose que tu m'as dit, qu'est-ce qu'on peut sortir de ça pour pas que ça se reproduise? Et souvent, c'est juste des blessures émotionnelles qui sont activées à différents moments de notre vie, qui viennent une nouvelle fois s'activer pour nous permettre de s'en libérer. Et c'est là que toute la séduction, les relations amoureuses prises sous cet angle-là, ton partenaire, en fait, c'est ton plus grand tremplin d'évolution, en fait. Que ça se termine bien ou mal, en fait, c'est jamais un échec, parce que derrière, c'est une aventure. Quand tu rencontres un autre univers, que tu vas rencontrer une personne, c'est un autre univers, c'est une nouvelle aventure qui se crée, que ça dure un date ou 10 ans, au final, c'est une aventure. Et ça va permettre de mieux se connaître et d'identifier ces schémas répétitifs pour s'en libérer. Et c'est vraiment ce qui est génial. Moi, je trouve que quand on arrive à sortir de la séduction en disant oui, c'est le bon ou c'est pas le bon, être vraiment dans un côté binaire où mon ex c'est ci, mon ex c'est ça, au contraire, on va dire qu'est-ce que je peux sortir de cette aventure, comment je peux sortir grandi de ça. En plus de toute la magie qu'on va avoir de la rencontre, que ce soit les bons moments, la sexualité, rencontrer l'autre personne, il y a plein de cadeaux en fait. Et alors, vis-à-vis de tout ça, là, pour moi, ça c'est assez clair ce que tu as dit. Est-ce que tu détectes des schémas de peur finalement chez les femmes que tu accompagnes? De quoi est-ce qu'elles ont peur exactement finalement dans leur rencontre ou vis-à-vis de poser ces fameuses limites? Qu'est-ce qui leur fait peur? C'est pour fait les peurs, ça va vraiment dépendre de chacun. Pour moi, c'est toujours des peurs assez identiques. On a peur c'est marrant parce que j'ai fait un atelier avec les hommes hier, on en a beaucoup parlé. Souvent dans les rendez-vous, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur d'être humilié. Tu vois, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais pas lui plaire? Est-ce que je suis trop gros? Est-ce que je suis trop grosse? Est-ce que je suis assez grande? Est-ce que je vais parler comme il faut? Est-ce que je suis à la hauteur de l'image que je me fais de lui? Et il y a aussi la peur d'être humilié. Et si jamais il se moque de moi parce qu'il trouve que je suis trop gros ou que je suis trop grosse. Pour moi, c'est principalement ces deux peurs-là qui viennent s'activer pendant le date et qui font que des gens n'y vont jamais ou inconsciemment vont saboter les dates justement pour pas être rejetés. Après, dès que la relation commence à s'installer, on est plus sur les peurs principales, c'est d'être trahi et d'être abandonné. Donc trahison, tu vois, souvent il y a des lignées d'hommes et de femmes qui ont vécu l'adultère autant dans leur histoire que dans l'histoire des parents et ça, c'est une blessure qui se répète et qui vont faire que les personnes vont attirer que des partenaires avec qui ils vont revivre la trahison jusqu'à temps qu'ils comprennent que c'est pas uniquement la faute du partenaire, mais c'est aussi tant que tu es dans la peur d'être trahi, tu seras toujours trahi. Et ça, on arrive sur une blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice fait que tu vas créer un personnage qui est sur le contrôle. Parce que tu penses que tout contrôler va te sécuriser, alors qu'en fait, la liberté commence quand tu comprends que tu n'as le contrôle sur rien ou presque rien dans ta vie. Tu peux pas attendre d'une personne qu'elle fasse ce que tu as envie, c'est pas possible. Donc au contraire, laisse-lui sa liberté. Toi, reste aligné, va travailler sur tes blessures émotionnelles, observe comment tes blessures émotionnelles viennent se réactiver en permanence et vont te faire agir inconsciemment vers tes plus grandes peurs. Être abandonné, être rejeté, être trahi, être humilié et vivre l'injustice. Et ce qui fait que... Vas-y. C'est hyper intéressant là ce que tu as dit sur la peur d'être trahi qui au final t'emmène sur un schéma où en fait c'est ce que tu connais déjà et ça fait une boucle infernale. Je pense que ça c'est si tu as déjà un élément de réponse sur comment tu aides les femmes à sortir de cette spirale finalement de j'attire les hommes à moi. Ça c'est un schéma que je retrouve très souvent dans les femmes que j'ai au téléphone. J'attire les hommes à moi, c'est pas forcément tant ça le problème, mais j'attire toujours le même type d'homme, mais aussi j'entends souvent, ils viennent, ils sont engagés, ils promettent la lune ou pas, enfin ils ont fait l'amour, c'est merveilleux, on fait des sorties, ils m'accordent du temps, de l'intérêt, et puis au bout d'un moment, 3 semaines, 2 mois, 1 mois, et ben ils coupent complètement le contact, ou de moins en moins, et bref,
bref, en tout cas, la relation s'étiole. Est-ce que c'est forcément des schémas que tu as déjà vus? Qu'est-ce que tu peux ajouter à ça? Qu'est-ce que tu peux dire à ça, Thomas? Ça, typiquement, ça va être sur le type d'attachement qui s'est créé dans ta vie. Pour moi, la plupart des humains, en tout cas ceux qui sont en recherche de mieux que ce qu'ils ont vécu, ils sont sur des types d'attachement instables. Là, ce que tu décris, c'est qu'au début, c'est très fusionnel, surtout s'il y a une sexualité, que les deux, c'est fusionnel, c'est intense. Sauf qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, il y en a un des deux. En général, les deux ont des attachements instables, faut pas être réaliste. Quelqu'un de stable, de sécure, il fuit les gens instables parce qu'il les sent arriver. Par contre, quelqu'un de insécure, instable, inconsciemment, il va attirer que des gens instables. Donc, le mécanisme qui s'est passé dans l'exemple que tu as donné, ça, c'est intense pendant 2-3 mois, puis au bout d'un moment, tu fais la personne qui a l'attachement fuyant va s'activer, il va se barrer. Parce qu'ils sont trop de pression, peut-être qu'un des deux partenaires a peur de perdre l'autre à travers ses blessures. Ok, ça devient vraiment précieux, là c'est rare, ce que je vis, c'est important, donc je ne veux pas le perdre. Donc tu vas mettre, tu peux avoir l'anxiété de perdre la personne, donc tu vas commencer à te sécuriser en bloquant. Tu vois, je le fais avec ma main, tu vas créer un univers autour de la personne pour pas qu'elle puisse t'abandonner, pas qu'elle puisse te rejeter, tu vois. Et cette personne-là, en fait, donc là, la personne qui est au-dessus, elle est sur un type d'attachement anxieux, elle a peur de perdre l'autre, et l'autre, elle a l'attachement fuyant. Donc il fait oulala, c'est trop de pression émotionnelle pour moi, je peux pas gérer tout ça. Et hop, il dégage, il fuit. Et si tu restes dans cette dynamique, donc c'est là que beaucoup de gens ont vécu, de fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je sais plus là exactement. Et tu vois, c'est ça en fait. Donc l'autre fuit, donc l'autre va lui continuer à lui courir après, et ça fera que fuir. La seule chose que tu peux faire, souvent celui qui s'en rend compte en premier, c'est celui qui est poursuivi. Que celui qui fuit, il est toujours en train de fuir en disant c'est bon, j'ai besoin de personne, moi, je suis indépendant, je me suis construit tout seul, moi, je gagne mon argent tout seul. Enfin, tu vois, cette fausse histoire qu'on se raconte qu'on a besoin de personne. Lui, il peut réaliser que quand l'anxieux, il vient se sécuriser. Et en général, ce qui va se passer, quand il voit quand le fuyant voit qu'il n'y a plus personne qui est à côté qui tient à lui, il va faire c'est lui qui va passer en anxieux et qui va venir rechercher l'autre. Et ça, c'est un grand classique qu'on a tous, en tout cas autour de moi, moi je l'ai vécu. J'ai énormément travaillé à me sécuriser, à travailler sur mon anxiété. Justement, quand tu sens que ton partenaire prend de la distance, pour lui laisser l'espace de se rendre compte que lui aussi, il a un attachement instable. Et quand toi, tu t'es sécurisé, tu fais, tu sais, en fait, j'ai bien vu, moi aussi, j'étais instable. Je vois que tu l'es aussi, mais maintenant ça ne m'intéresse plus en fait. C'est très très puissant comme tu l'as décrit là. C'est exactement ce que moi on me décrit, tu vois, pendant les appels que j'ai avec les femmes. C'est souvent ça qui se passe quand elles apprennent à mettre une limite et à mettre des limites. Tu vois, c'est le titre de l'émission et quoi. En fait, ça brise ce rapport de force qui est en désavantage finalement. Et là, ça rééquilibre un peu plus les choses de manière tranquille. Et alors justement, tu vois, ça hyper important. Comment est-ce que quand elles sont dans cet état d'esprit-là, comment est-ce qu'on peut les aider finalement à dire ouais, cette situation ne me convient pas, ça me dérange, j'ai besoin d'un cadre différent, j'ai besoin parce que on garde l'énergie masculine et féminine évidemment, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Comment est-ce qu'elles peuvent amener ça concrètement finalement? Là typiquement, si on se met de ce que tu me dis, on est sur une personne qui est plutôt d'attachement instable, en crise d'anxiété. L'idée, ça va lui dire ok, là de ce que tu me dis, tu es en train de te plaindre qu'il est parti, que toi tu fais tout bien. Est-ce que ça te satisfait comme relation? Non, moi j'ai envie de quelqu'un qui soit à mes côtés. Tu vois, ok. Donc comment tu peux exprimer ça plutôt que de lui courir après? Parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on lui court après, on essaye de montrer sa valeur de soi-même, on essaye d'exprimer, mais regarde, tu es la personne géniale, tu te rends pas compte, tout ce qu'on va rater, tout ça, ça met la pression au fuyant. Il fait il n'en peut plus, son système nerveux est en mode survie, donc il fuit. Comme l'anxieux, il a l'impression qu'il va mourir parce qu'il est abandonné. C'est ce qui se passe au niveau nerveux. Donc l'idée, c'est d'arriver, nous, à se sécuriser, et ça, je le fais autant avec les hommes qu'avec les femmes, parce qu'on vit exactement la même chose, de dire, même s'il se barre, même si c'est à l'autre bout de la planète, même s'il a un autre partenaire, qu'est-ce qui va changer réellement dans ta vie? T'as ton foyer, t'as ta maison, t'as ton boulot, t'as de l'argent qui tombe tous les mois, t'as ta famille, il y a juste cette personne-là que t'as idéalisée dans cette relation récente ou ancienne qui se barre. Mais toi, t'es pas en danger de mort. Sauf que ton système nerveux, quand il vit ça, il est encore programmé sur des blessures de l'enfance où effectivement, quand tu étais rejeté ou abandonné, que tu avais 2 mois, 2 ans, tu étais en danger de mort. Mais là, c'est plus le cas. Donc, c'est ça le travail de la sécurisation et de la reprogrammation du système nerveux. L'idée, c'est qu'il y a un bug, c'est comme ça que je l'explique, c'est qu'il y a un bug qui s'est créé dans ta vie, soit que tu as hérité dans tes cellules à travers les histoires de tes ancêtres, soit et en général qui va se réactiver dans ta vie. L'idée, et la magie de la séduction, c'est que là, dans ce que tu vis là, maintenant, tu vas pouvoir identifier le moment où ça s'active et le déprogrammer. Parce que tu vois, en fait, il y a du stress qui va se créer, on va aller chercher ce qui se passe comme syndrome
symptômes. Ça va être, ouais, ben, je me sens pas bien, j'ai envie de courir après, je suis triste, je pleure, ou alors au contraire, je me fige. Tu vois, souvent, le fuyant, il va fuir. Il va s'enfermer dans son travail, il va s'enfermer dans le sport, dans des drogues, dans d'autres relations, que ce soit amicales, sexuelles, voire même, tu vois, vers sexualité. Et l'idée, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Bah, juste parce que lui, le trop plein d'émotions, il n'arrive pas à le gérer, ça lui fout la trouille, donc il part. Donc l'idée, et après, là, je donne des exemples. L'idée, quand on est en coaching, c'est qu'on va travailler sur un cas concret. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ton date? Bah, j'ai dit quelque chose, j'ai eu l'impression qu'il l'a pas accepté, donc je me suis senti rejeté, donc là, je me suis figé. Ou j'ai fui, ou bah, j'ai attaqué, je lui ai mal parlé. Et du coup, le date s'est terminé. Alors qu'en fait, c'est juste que ton système nerveux a perçu un danger qui n'était pas réel. Hein. Tu étais juste en train de parler avec un humain dans un bar, où après 3 mois de relation, la personne a pris ses distances parce qu'il était en mode survie, et que toi, tu t'es senti en danger. Voilà, l'idée, c'est d'aller reprogrammer ça, d'aller trouver dans ton fonctionnement à toi où est-ce qu'il y a le bug, comme sur un logiciel, enlever cette partie de ton code interne et remettre une partie saine que tu vas créer toi-même. Moi, en fait, j'ai pas mal d'expertise, et tu vois, je suis coach en préparation mentale, et la préparation mentale, tu peux l'utiliser dans le sport, dans le boulot, dans la séduction. En fait, l'idée, c'est d'arriver à identifier quand est-ce qu'il y a un schéma qui se répète, enlever la partie, tu vois, dans tes cellules qui bug, hop, de programme interne, et t'en remets un nouveau. Il y a plein d'outils pour le faire. Enfin, moi, je suis très réceptif là à tout ce que tu dis. Clairement, je pense que ça va beaucoup intéresser les femmes qui nous écoutent. Hein. Tu vois là, pour faire le lien aussi avec la partie 2 sur les fausses limites, justement, qu'est-ce que c'est? Tu vas poser des vraies limites et des fausses limites. Est-ce que déjà dire ça me dérange, ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que ça vaut finalement dans une relation de dire ça, de le verbaliser? Ah bah, t'imagines le chemin, ça veut dire que tu as fait le point sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, d'arriver à travailler sur la façon dont tu vas le communiquer pour poser tes limites avec respect, sans créer un conflit, sans activer la blessure de l'autre. Donc déjà, c'est un travail énorme de respect de soi, de montrer que oui, je tiens à toi, je tiens à notre relation. Cependant, là, ce qui vient de se passer, quand tu disparais, que tu me donnes plus de nouvelles pendant 2, 3 jours, une semaine, c'est pas possible pour moi. Donc si c'est ta façon de faire, d'agir, bah, pas de problème, vis-le. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose de différent. Est-ce que tu es capable de l'apporter? J'ai pas l'impression. J'ai besoin que les choses soient claires. En fait, ou alors, tu sais, ça arrive aussi dans un conflit. La relation va bien, que ce soit 3 mois, 6 mois, 10 ans, tout va bien. Et quand il y a un petit conflit, qu'il faut arriver à parler, bah, il y a une personne qui a besoin, tu vois, moi je suis plutôt du genre, le conflit, on l'éclate, on va décortiquer qu'est-ce qui s'est passé, on va comprendre tu vois, comme on fait un peu dans l'équipe, quand il y a une problématique, l'idée, on fait problème, qu'est-ce qu'on met en solution? Ça, c'est plutôt, je pense, un fonctionnement de mec. On analyse la situation, on débug le truc, et on met en place des nouveaux process pour pas que ça se reproduise. Voilà. Le truc, c'est que quand tu commences à faire ça, à rentrer dans l'intimité, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ça. Tu vois, les gens qui ont un attachement fuyant, s'ouvrir, être vulnérables, ils n'en sont pas capables parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire violer physiquement, ils ont l'impression qu'ils vont se faire arnaquer, que tu vois, qu'ils vont se faire trahir, que s'ils ouvrent un petit peu d'eux-mêmes, ils vont se faire arnaquer. Donc il y a des gens, ça sert à rien d'être en couple avec eux parce que de toute façon, ça, ils ont besoin de le travailler tout seuls. Donc peut-être que oui, effectivement, la rupture ou la prise de distance va leur permettre de dire ah oui, bah si, en fait, je suis con parce que là, j'aimais cette personne et j'arrive pas à lui dire juste parce que j'ai peur de lui dire que je l'aime. On en est là. Hein. Ouais, c'est fou. Là, waouh, là, tu as dit des choses hyper intéressantes. Hein. Le besoin de clarté, déjà, ça, c'est un truc qui revient vraiment dans tous les appels que j'ai avec les femmes. Elles me disent, je comprends pas. Il me laisse dans le flou. C'est le mot qu'elles utilisent, la phrase. Il me laisse dans le flou. Je suis complètement dans le flou. Et alors, elles n'arrivent pas à dire, j'ai besoin de clarté. Ça, c'est ce que j'essaye de leur faire dire. Ah, en fait, ce dont j'ai besoin, c'est de clarté vis-à-vis de cet homme. Comment est-ce qu'elles peuvent, comment est-ce que tu crées ça, toi? Parce que c'est hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de remonter. Je dis pourquoi tu le fais pas? Bah ouais, mais si jamais je lui demande ça et qu'il me dit qu'il veut pas être clair, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah il va me quitter. Bah t'as peur de quoi derrière ça? Bah j'ai peur qu'il me quitte. Voilà, donc t'as la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Ok, mais derrière, toi, si tu poses tes limites et que c'est terminé, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Bah il m'aimera plus. Ouais, enfin il y a 4 milliards 500 millions d'humains, d'hommes sur cette planète ou de femmes, tu vois, dans un sens ou dans l'autre. C'est pas grave. Hein. Toi, tu as posé tes limites. Derrière, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Basta. Et tu vas voir souvent, autant avec les hommes que les femmes, quand tu poses tes limites, clairement dans le respect, attention, hein, c'est pas souvent les limites, ce qui est difficile, c'est toujours ce que je dis, autant dans les relations, dans toutes les relations humaines, et aussi, tu vois, moi je suis père, l'idée c'est d'arriver à poser un cadre dans la bienveillance, et souvent on n'a pas été éduqué comme ça, c'est-à-dire qu'on va reproduire dans notre couple la façon dont on nous a posé des cadres dans l'enfance. Donc il y a des gens, ils n'ont pas eu de cadre, on les a laissés faire tout ce qu'ils voulaient jusqu'à faire de la délinquance. D'autres, on a mis un cadre très strict, on t'a empêché de sortir ta chambre, on t'a empêché d'avoir des partenaires, on t'a empêché d'aller voir tes
tes potes, et tu sors pas avec de la violence physique et verbale. Et du coup, nous, quand on pose nos limites, dans le couple, on peut faire pareil. C'est-à-dire qu'on va exprimer, il y a de la colère qui est générée parce que l'autre, on a la sensation que l'autre nous respecte pas. Donc, on va exprimer cette colère en posant des limites violentes. Tu me fais chier, tu me respectes pas, tu vois, avec que du reproche, alors qu'en fait, si tu fais le travail sur toi, que tu comprends ce qui met en colère, que tu arrives à exprimer qu'en fait, c'est que tu as un besoin qui n'a pas été respecté, tu vas poser une limite. Écoute, la dernière fois, je me suis senti triste parce que quand tu prends tes distances, moi, je me sens abandonné et c'est pas agréable pour moi. Donc, moi, je comprends que tu peux avoir besoin de cet espace, mais juste ce que j'ai besoin, c'est que tu me le dises. Voilà, la dernière fois, il y a eu un conflit. Tu vois, il y a des gens, après un conflit, ils ont besoin d'un, 2, 3 jours d'espace pour retomber les émotions, pour pouvoir faire le point et communiquer. Sauf que quand t'as pas compris ça chez l'autre et que toi, t'es dans l'anxiété, que tu vas aller mettre la pression à ton mec ou ta meuf parce que il est en phase de rééquilibrage nerveux, lui rajouter de la pression, ça va faire que repousser le moment où il va retomber dans un état d'équilibre nerveux, en fait. Donc tout ça, c'est de la compréhension. Et avant tout, c'est du travail sur soi. J'entends ton besoin d'espace après notre conflit. Cependant, moi, je peux pas rester 3 jours, 1 semaine, 10 jours sans nouvelles de ta part, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que le lien est remis en question. Moi, pour moi, le lien, il est là, il est présent, il est posé, il est de valeur et j'y tiens. Est-ce que toi, tu tiens à ce lien? Parce que quand tu fais ça, j'ai l'impression que tu tiens pas. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'effectivement, quand on a la sensation d'être abandonné, de perdre l'autre, on a envie effectivement de mettre en place des actions, alors que finalement, pour couper ce cercle vicieux dont tu parles, finalement de anxieux évitant, Ouais. en fait, finalement, au contraire, en fait, il faut presque rester statique. Bon, encore une fois, c'est facile à dire, hein. Et j'ai un exemple, un truc intéressant, c'est sous forme d'une question que je veux te poser, mais ça, c'est un truc que j'ai déjà vu. Il y a des femmes qui arrivent des fois, tu vois, donc à prendre la décision de mettre des limites, etc. Mais par contre, elles l'annulent, tu vois, au bout de 24, 48 heures, d'une semaine, parce qu'elles ont réfléchi et du coup, elles sont toujours dans cette optique d'abandon, j'imagine. Enfin, qu'est-ce que tu peux dire à ça? Parce que ça, c'est un truc que j'ai déjà vu plusieurs fois, vraiment. Alors, effectivement, c'est hyper intéressant. Et tu vois, moi, je l'ai vécu. Ça veut dire qu'à un moment, tu es là, tu arrives à te sécuriser, tu es avec un partenaire fuyant, toi, tu es dans une crise d'anxiété, tu fais OK, je suis pas en danger, tu regardes ton système nerveux, tu mets ça, tu lui laisses l'espace, soit ta meuf ou ton mec, c'est pareil. Tu lui laisses l'espace et au bout de 3-4 jours, tu envoies un petit message en paix, tu fais écoute, je t'ai laissé l'espace, cependant, moi, c'est pas possible de rester comme ça, j'aimerais bien qu'on puisse échanger. En général, même le fuyant, au bout de 2-3 jours, un petit message gentil comme ça, tu vois, avec une limite claire, il va revenir. Il va faire oui, OK, on en parle. Grosse difficulté, c'est que toi, tu vas arriver à poser tes limites une fois. Mais dès que tu vas retomber, que ça va repartir à nouveau, phase de lune de miel, tout est bien parce que chacun, vous avez sécurisé votre système nerveux pour quelques minutes, mais pas complètement, il va y avoir à nouveau cette intensité parce que vous avez un lien qui est intense. Et ça va se rejouer. Là, c'est là que c'est le plus difficile, c'est d'arriver à être assez lucide à chaque instant pour dire voilà, là, je sens qu'il y a un conflit qui est en train de se créer. Moi, ce que je te propose, quand on espace, l'idée, c'est d'arriver, quand on revient en rephase de connexion, d'arriver à faire un vrai bilan et à mettre en place une nouvelle gestion de la crise, en fait, du conflit. Tu vois, quand je fais travailler sur les visions des gens dans leur couple, je dis, voilà, souvent, moi, je veux un mec comme ci, comme ça, je veux une femme comme ci, comme ça. Je fais, ouais, d'accord, super. J'entends, mais comment tu gères les conflits? Un couple sain, c'est obligé qu'il y ait des conflits. Et ce qui prouve que le couple est parfaitement sain, c'est la façon dont c'est géré. Ça peut être défini, écoute, mon amour, voilà, quand on se comprend pas, ça part très vite, surtout, et là, tu vois, on va aller parler d'hormones et tout ça, les femmes ont un cycle hormonal différent des hommes. Nous, ça va être la testo qui va faire qu'on va être plutôt posé et calme. La testo, c'est un cycle sur 24 heures. Les femmes, c'est un cycle sur un mois. Selon la phase avant ou post-ovulation, une femme ne va pas réagir du tout de la même façon. Donc ça, c'est aux hommes de comprendre le cycle de leurs femmes et aux femmes de comprendre le cycle de leurs hommes. C'est toujours très beau, comme tu dis les choses, j'aime beaucoup, je suis toujours très réceptif à comment tu l'amènes. Et alors, sur la première phase là, de ton argumentaire, de ce que tu as dit, il y a un truc qui m'est apparu comme une évidence, c'est en fait, finalement, tu vois, ce fameux cycle, voilà, on retrouve l'effet lune de miel, ça repart, et on retombe dans le schéma, donc anxieux évitant, d'où l'importance de poser clairement des limites pour redéfinir un cadre sain, en fait, finalement, moi, c'est comme ça que je le comprends. Est-ce qu'en fait, finalement, est-ce qu'un homme, les hommes, finalement, est-ce qu'ils testent pas inconsciemment les limites des femmes, justement, aussi, finalement, enfin, et vice-versa, en fait, aussi, hein. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de challenge du cadre, en fait, du cadre qui est posé, en fait?
Je pense que c'est pas conscient tout ça. On vient juste rejouer des schémas en permanence issus de notre programmation, de comment on s'est construit. Mais tu vois, il y a personne qui se dit consciemment. Pour moi, les humains, ils sont foncièrement bons en fait. On est gentils. C'est juste que quand tu appuies sur un bouton qui te fait partir en live parce que ton programme il est comme ça, bah tu pars en live. Tu vois. Donc tu vas en vouloir à l'autre, mais l'autre il a pas eu conscience qu'il appuyait sur ton bouton. Pour lui, il vivait juste, il posait une question. Tu vois, bah, comment tu te sens aujourd'hui? Il y a des gens leur demander comment ils se sentent, ça les fait vriller parce qu'ils sont pas capables d'aller observer ça. Et on arrive dans encore des salopes ou encore des pervers narcissiques ou etc. Alors que non, en fait, on essaye tous pour moi, tout le monde cherche l'amour et une relation saine. Tu peux parler aux hommes et aux femmes, toi, tu vois les deux. Je pense que tous les mecs qui rentrent dans la communauté, qu'est-ce qu'ils veulent? Bah oui, ouais, effectivement, j'ai envie de rencontrer des femmes, mais les mecs, ils ont pas envie de rencontrer des femmes pour enchaîner les nanas. Non, ils ont envie de rencontrer des femmes pour être sûrs de rencontrer une femme qui leur plaît, avec qui ils vont partager des choses et pouvoir construire une relation stable. Sauf que tout ça, bah, si on avait été formé pendant les 25 ans qu'on avait été à l'école, si on avait été formé là-dessus, à 25 ans, à l'heure de se mettre en couple, on serait plus performant. Sauf que quand est-ce qu'on nous apprend à comprendre nos émotions, à les identifier, à exprimer nos besoins, à définir nos limites, à se respecter, autant les hommes que les femmes? Quand est-ce qu'on se respecte? Quand est-ce qu'on pose des limites? Jusque dans la sexualité. Et ça, moi, c'est vraiment que j'apprends aux femmes, tu vois, c'est en particulier dans la sexualité, parce que c'est elles qui portent tous les risques de la fécondation. Les MST, c'est pour les deux. Mais c'est vraiment aux femmes d'arriver à dire, voilà, si le mec te dit, moi, je veux pas de capote pour telle raison, bah, c'est une décision que vous prenez tous les deux. Ça vous appartient à tous les deux. Mais cependant, tu peux poser des questions. T'as le droit, tu vois, d'accord, mais qu'est-ce que... voilà, j'ai pas de contraception. Voilà, je veux dire, c'est aux nanas, au final, c'est elle qui risque de tomber enceinte. Et ce que fassent pas les mecs, bon là, je m'écarte un peu, c'est que si tu fécondes une femme, toi, derrière, t'as aucun pouvoir sur le fait qu'elle garde ou pas. Et donc, de payer une pension à vie derrière. Donc, voilà, les hommes et les femmes, comprenez ce que la sexualité amène dans vos vies, comment ça peut changer, bouleverser vos vies, autant au niveau santé qu'au niveau fécondation, et donc de créer une vie à deux alors que c'était pas voulu. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça peut amener à des responsabilités et à jouer, tu vois, un peu la victime, alors qu'en fait, l'idée, c'est de prendre sa part de responsabilité dans toutes ces histoires-là pour évoluer. Pareil, là, tu as fait, t'as fait le lien avec un mot qui est indissociable de cette émission. Tu as dit le mot, le respect, finalement. Et en fait, une question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'un homme, bon, mais aussi une femme, hein, c'est dans les deux sens, bon, là, je dis homme parce que l'émission est quand même pour les femmes à la base. Est-ce qu'un homme, il va respecter finalement une femme qui tient son cadre et qui ne le tient pas, justement? Pour moi, ça me semble fondamental, justement, d'être capable de poser ses limites, mais de le tenir. Tu vas pas de le dire une fois et hop là, je fais l'anguille et c'est fini. Je pense que le respect, c'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se mérite, malheureusement. Mais ça, c'est quelque chose de très humain. Et je pense qu'on a besoin des fois de se dire, ah, en fait, cette ligne-là, je ne peux pas la franchir. Donc, du coup, je reste de ce côté-là de la ligne. Tu vois ce que je veux dire, finalement? Est-ce que le cadre est fondamental pour la notion de respect aussi, finalement? C'est ça, comment veux-tu être respecté si tu n'exprimes pas tes limites? Ouais. Tu vois, un exemple que je donne souvent, ce que j'ai vécu avec les nanas, c'est en début de relation, tu vois, ça rigole, ça chambre, tu vois, ça dénigre un petit peu, ça met des petits coups comme ça, et moi direct, je fais non, mais en fait, et des petits coups de poing, des petits trucs, tu vois, je te dis tout de suite, si tu veux rentrer en contact avec mon corps, tu peux, hein, t'es la bienvenue, mais par contre, c'est en douceur. Parce que, tu vois, la violence, elle est partout dans cette société. Moi, dans mon intimité, j'en veux même pas, quoi. Donc là, vas-y, touche-moi, masse-moi, caresse-moi, on va voir comment mon corps apprécie le tien, mais je veux pas ça, en fait. Tu vois, les petits jeux de aïe aïe aïe, souvent, tu vois, pour moi, ça sort du collège et du primaire. Quand t'aimes quelqu'un, c'est plus facile de le chambrer, de le dénigrer un peu, plutôt que d'exprimer clairement que tu tiens à cette personne. Et je me souviens une fois, une nana qui était très mignonne et qui, moi, elle me plaisait aussi, et du coup, elle me chambrait un peu, et puis je la regarde comme ça, je lui fais, mais tu me parles comme ça, en fait, qu'est-ce que je t'ai fait? Bon, tu me parles comme ça, et là, ah non, mais excuse, c'est vrai, je suis, ouais, pourquoi tu me parles comme ça, en fait? Boum, c'était réglé. Et là, tu vois, la dynamique s'inverse, en fait, parce que là, justement, elle sort de son habitude inconsciente de belle nana qui a toujours un harem de friendzonés, et là, elle se retrouve face à un mec qui pose des limites, et là, elle fait, en fait, il est différent, lui. Putain, franchement, c'est très très bien décrit. Je te rejoins. Mesdames, hein, qui écoutez l'émission, c'est exactement le même schéma pour les hommes. C'est exactement la même chose qu'on enseigne aux hommes. Hein. C'est fixer des limites, effectivement.
effectivement, ça vous rend différent, ça vous rend plus sûr de vous, et automatiquement, on respecte plus quelqu'un qui est plus sûr de lui, qui fixe un cadre et ses limites. Hein. Je te rejoins à 100%, Thomas. Ouais, de fou. Ah oui. Et surtout, ça exprime que t'es pas dans le besoin de survie d'avoir un lien avec un autre humain, tu vois, que t'es pas prêt à tout pour aime-moi. Non, j'ai assez travaillé sur moi, je me suis assez sécurisé pour savoir que je suis entier et que je ne vais pas accepter toutes tes pathologies à moi. J'en ai déjà assez des traumas, tu vois. Que non, c'est pas comme ça qu'on communique avec moi. Je serais ravi de communiquer avec toi, d'échanger, éventuellement de s'embrasser. Cependant, cette façon-là, ça ne me va pas. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à me proposer? Oui, moi je t'aime bien. Souvent, après, tu vois, la personne, elle va s'exprimer d'une façon un peu plus enfantine. Tu vois, il va y avoir l'enfant qui est pas évolué encore en toi, qui va faire. Oui, en fait, c'est parce que je t'aime bien, alors je te mets des petits coups. Tu vois, d'accord, ok. T'es adulte maintenant, je pense qu'on peut parler comme un adulte. En fait, on nous a un peu tous volé notre enfance, tu vois, à travers l'éducation familiale à l'école et même après, tu vois, quand on est au boulot, tu vois, on nous a imposé des cadres avec de la pression parce qu'il faut correspondre à quelque chose et ce qui fait que à aucun moment on s'est vraiment affirmé, tu vois, il y a plus de dans notre société, il n'y a plus de passage à l'âge adulte vraiment marqué en fait, tu vois. Dans d'autres sociétés plus anciennes, plus tribales, primaires, il y avait vraiment des actes de passage à l'âge adulte, tu vois, où on disait voilà, maintenant t'es un adulte, affirme-toi, crée ta personnalité. Nous, quand est-ce qu'on nous dit ça? Au contraire, on nous dit de nous écraser, de s'habiller tous pareil, d'avoir tous la même maison, de manger tous la même chose, et surtout de pas être différents. C'est un beau constat, un beau parallèle. Hein. En fait, finalement, en pensant préserver la relation, quelle qu'elle soit un peu éphémère, prématurée ou plus construite, en fait, on pense préserver la relation en ayant ce comportement-là, mais en fait, finalement, on l'abîme plus qu'autre chose, en fait. On détruit le cadre, on le fragilise, finalement. Ouais, parce que en fait, tu vois, ça revient à cette histoire de mais moi je suis gentil. Non, t'es pas gentil en fait. Soit juste vrai, soit authentique. Essaye pas d'être gentil pour plaire. Si on est gentil, c'est pour essayer d'obtenir quelqu'un d'autre, quelque chose de quelqu'un. Et souvent, tu l'entends les nanas. Ah mais moi j'ai envie d'être avec un mec gentil. Quand elle trouve le mec gentil, elle se fait tellement chier que derrière elle le dégage et elle retourne vers ce qu'on appelle un bad boy. Alors qu'en fait, il y a un équilibre. Ce mec gentil, tu vois, en fait, il est pas gentil. Il est juste prêt à tout pour être aimé. Ouais, il est prêt à tout pour être aimé, et du coup, ça le rend pas attirant, ça le rend pas sûr de lui non plus, puisque, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, enfin, il y a 10 minutes, comme il est prêt à tout pour être aimé, il est pas solide sur son propre cadre à lui, forcément. Il le connaît même pas, hein, son cadre. C'est vrai. Quand est-ce qu'on t'a demandé dans notre vie, dans l'éducation, je crois que c'était une phrase de John Lennon qui dit, les profs lui disent, qu'est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Moi, j'ai envie d'être heureux. Il lui dit, non, t'as pas compris la question. Non, c'est toi qui n'as pas compris la vie, en fait. Nous, ce qu'on nous pose comme question dès qu'on est en 6e, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Genre, ta vie se résume à ton métier, tu vas faire le même métier toute ta vie. Non, mais allô, c'est la meilleure solution pour se faire chier. Hein. C'est clair. Ouais. Là-dessus, je suis assez réceptif. Pareil, hein, oui, on peut transposer ça aussi à la relation, en fait, finalement. Faut que tu te trouves une femme, faut que tu te trouves un mari, faut que tu aies des enfants, faut que tu aies une maison, sinon tu n'as pas réussi ta vie. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais ça, c'est intéressant quand tu accompagnes, tu vois, quand j'accompagne quelqu'un qui a 25-30 ans, qui est en quête de ce schéma-là, et quelqu'un qui a 40-50 ans et qui a vécu ce schéma-là, je veux dire que les attentes ne sont pas du tout. À 25-30 ans, tu es là, mais moi, je veux la maison, je veux mon partenaire, je veux créer une famille, je veux la vie rêvée. Et à 45 ans, quand tu as fait ça pendant 15 ans, tu fais ah non, c'est bon, moi je veux mon lieu de vie, ma partenaire elle a son lieu de vie, tranquille quoi, elle a ses enfants, j'ai mes enfants, on a nos vies, on se voit pour partager les bons moments. Moi j'en suis là. Ah, tu vois, là, ça fait une bonne transition aussi pour la partie 3, là, donc du coup plutôt sur pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'en fait les femmes elles n'osent pas. En fait, inconsciemment, qu'est-ce qui se passe finalement selon toi qu'est-ce qui se passe chez une femme quand elle n'ose pas poser sa limite en fait finalement ce fameux cadre là, qui ne lui convient pas? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être tout simplement qu'elle ne connaît pas ses besoins, elle n'a pas cherché à les définir. Et même si elle les a définis, derrière, il y a une peur. Pourquoi tu le fais pas? J'ai peur. T'as peur de quoi? Peut-être il va me quitter. Donc on arrive encore une fois sur les peurs. Et c'est toujours ça en fait. C'est soit tu t'as pas fait le point, et si t'as fait le point, derrière t'as peur. T'as peur de quoi? Qu'est-ce que tu risques? Tu vois qu'à chaque fois qu'est-ce que tu risques? Rien.
Voilà, t'as compris. Et là, tu es en train c'est le début de la reprogrammation de ton système nerveux pour te dire, ah oui, j'ai peur d'un truc qui va pas me tuer. Sauf que pour notre système nerveux, rapidement, dès qu'il est en mode danger, pour lui, le danger égale mort. Et ça, c'est lié à des peurs. Tu vois, la peur du rejet. Tu remontes 2000 ou 3000 ans en arrière, si t'étais rejeté de la cité, tu mourrais, quoi. T'étais avec les bêtes sauvages, t'as rien à bouffer. Maintenant, tu peux habiter tout seul dans ta maison, tu mourras pas, quoi. Tu vois, être rejeté ne t'amène pas à la mort dans notre société. C'est vrai. Il y a aussi un schéma, tu vois, pour aller... Ouais, ce que je veux dire, c'est que notre système nerveux, pour lui, il a toujours peur, il est toujours programmé en mode si je suis rejeté, je vais mourir. Si je suis abandonné, je vais mourir. Ce qui remonte aussi à notre enfance, quand t'avais 2 mois, 2 ans, 2 ans et demi, même 4-5 ans, tu vois, si t'étais abandonné par tes parents, tu meurs, quoi, t'es trop fragile. L'idée, c'est de se sécuriser, de comprendre que maintenant on est adulte, on a mis plein de choses en place et qu'on ne risque plus de mourir si on se sépare de notre partenaire. Ah, c'est clair, hein, monsieur, ça régit à ce que tu as dit encore une fois, hein, c'est la vision de parfaite ou quoi, elle est jamais figée. En fait, finalement, déjà, bon, c'est un référentiel qui est très binaire un peu. Il faut avoir une femme, il faut avoir un mari, faut avoir des enfants à la maison, etc. C'est pas parce que finalement ce foyer-là se brise que déjà c'est la fin de la vie, c'est vrai. Et une phrase, quand tu as dit ça, il y a une phrase qui m'est venue en tête que les femmes, elles disent souvent, putain, et d'ailleurs, une des coachées que tu accompagnes, elle l'a dit, je me rappelle, hein, elle me l'avait dit à moi, donc elle te l'a forcément dit à toi aussi. Salut, c'est Mike de DDP. J'interromps 30 secondes ta vidéo pour te parler d'un truc qui va te plaire. Chez DDP, on t'apprend à faire travailler les algorithmes des sites de rencontres pour toi, pour que tu puisses rencontrer des femmes qui te plaisent vraiment et surtout garder celle qui te plaît le plus. C'est ce qu'a réussi à faire Romain, Patrice, Joseph, Mathias, Aurélien, Théo et des centaines d'autres hommes avant toi. Pour te montrer comment faire, on a mis en ligne un tutoriel 100% gratuit qui te donne toute la stratégie. Le lien est en description, il suffit de t'inscrire et de te laisser guider. Je te laisse regarder ça, on reprend la vidéo. J'ai toujours cru que je ne mérite pas mieux et aujourd'hui, j'ai envie de croire que oui, je mérite mieux que ce que j'ai actuellement, que ma situation qui est pas agréable, où je partage rien avec mon mari, où je partage rien avec cet homme-là, où je le partage plus. Le fameux je mérite mieux, tu vois, Bah, tu n'auras jamais mieux que attends, je l'ai dit d'ailleurs hier avec de mes coachés, tu obtiens ce que tu obtiens est contraint à la valeur que tu perçois de toi. Tu vois, si tu t'estimes très moyennement, genre pas au top, tu mérites pas grand-chose, bah t'auras ça. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler sur ta valeur perçue. Et tu vois, c'est un de mes rôles, c'est de mettre un miroir. Et moi, je partage ce que je vois. Moi, ma grande faiblesse avec mes partenaires, c'est que je vois leur potentiel avant la réalité et je vais avoir tendance à m'attacher à un potentiel. C'est aussi une difficulté qu'on a dans les relations. Tu vois une personne, tu l'aperçois, tout de suite, tu l'idéalises par rapport à ce qu'elle pourrait être et toi, tu vas t'attacher à cette image complètement inexistante, qui existe peut-être, qui existera peut-être pas un jour, mais qui n'existe pas, et pas à la personne en face. Donc, tu es dans une illusion complète. Beaucoup de gens vivent une relation se créent une relation liée à une illusion. Donc, là, ils sont toujours déçus au quotidien parce qu'ils s'imaginent dans leur tête une relation avec cet idéal qui n'existe pas. Et du coup, ils se disent, je mérite mieux. Bah oui, reviens à la réalité, regarde ce que tu vis au quotidien, connecte-toi à ce que tu vis au quotidien. Est-ce que ça te satisfait? Oui, bah continue, transcende ça. Non. Eh ben, on va en parler. En effet. Donc, ça, tu vois, il y a un terme qu'on n'a pas encore abordé là aussi, mais la dépendance affective. Ouais. La dépendance affective, est-ce qu'elle amène aussi à être en incapacité de fixer ses limites aussi? Et finalement, qu'est-ce que c'est la dépendance affective finalement? Ça, on n'a pas utilisé ce terme encore. Tu fais bien d'en parler. Souvent, je pense là, si on regarde sur les réseaux, dépendance affective, on voit ça comme un truc toxique. Si tu vas plus loin au niveau hormonal, qu'est-ce que c'est la dépendance affective? C'est de l'attachement. L'attachement, c'est ce qui fait qu'on est attaché à une personne qui se crée naturellement quand tu es bébé, quand tu tètes le sein de ta mère. Il y a un attachement qui se crée parce que s'il n'y a pas cet attachement, la mère elle peut t'abandonner. Ça arrive d'ailleurs à certaines mamans qui n'ont pas, hormonalement, qui n'ont pas ça. Le bébé, il est abandonné, il crève. Donc ça, c'est une hormone qu'on appelle l'ocytocine qui est responsable de ça. Dès que tu vas te coller à quelqu'un, tu vas avoir un contact physique, tu vas faire l'amour, tu vas t'embrasser, tu vas créer de l'intimité, il va y avoir de l'ocytocine qui va se créer quand tu es avec cette personne. Donc c'est normal qu'il y ait un attachement, c'est extrêmement sain. L'ocytocine, c'est une hormone qui vient apaiser ton système nerveux, qui fait beaucoup de bien. Le truc, c'est que quand tu dois te séparer de cette personne-là, bah forcément ça fait mal parce que bah, tu as une baisse d'ocytocine. Encore une fois, c'est mon point de vue, c'est comme ça que j'explique, pour pas tomber dans « Ah, je suis dépendant affectif, j'ai un problème ». Non, ouais. Effectivement, tu as
créé un lien avec ces personnes-là, tu as créé de l'affection, donc forcément, si ça s'arrête, tu peux avoir des symptômes qu'on peut lier à de la dépendance. Mais c'est normal, tu as vécu quelque chose d'intime. Le risque, tu vois, de se dire la dépendance affective, c'est toxique, c'est on reste bien dans notre boulot toute notre vie, puis après, le soir sur Netflix, comme ça, on crée aucun lien avec personne, comme ça, on ne souffrira pas. Sauf que ça aussi, c'est pas sain et c'est toxique. Donc, l'idée, c'est de comprendre, encore une fois, de comprendre son système hormonal et de son système nerveux, de comment il est programmé, que forcément, si tu as vécu de l'intimité avec personne, quand tu vas t'écarter, il y a un moment, tu vas souffrir. Mais c'est pas pour ça que tu vas mourir, parce que derrière, tu as tout le système nerveux qui on est abandonné, on est rejeté, donc on va mourir. Non, c'est un petit passage, un peu comme quand tu arrêtes de fumer. Tu sais, la dépendance à la nicotine, c'est 3 jours. Même si les 3 jours, ça va être un peu dur, tu peux utiliser des choses pour tromper ton système nerveux pour passer ces 3 jours de manque. Voilà, l'ocytocine, c'est pareil. Tu peux créer de l'ocytocine avec tes enfants, tu peux créer avec tes potes. Effectivement, l'hormone responsable de l'attachement, peut-être du sentiment amoureux, ça c'est des trucs dont j'ai déjà entendu parler aussi. Au final, est-ce que justement aussi, toi pour revenir à tout ça, là, le cadre, etc., poser ses limites ou quoi, est-ce que les femmes aussi, vis-à-vis de cette ocytocine dont tu parles aussi, est-ce qu'elles vont pas confondre amour et tolérance excessive aussi vis-à-vis de comportements qui ne leur conviennent pas, de limites qu'elles n'arrivent pas à mettre, de ce sentiment d'abandon, de cette dépendance affective finalement, est-ce qu'elles confondent pas amour, voilà, très simplement, amour et tolérance finalement excessive, en excès? Ouais, en général, ce qui se passe, le schéma que je vois, que j'ai vu chez moi et que j'ai encore vu, que je vois régulièrement dans les coachings, c'est, tu vois, il y a une crise. Il y a une crise qui arrive, je sais pas, le week-end dernier, on a passé un week-end, c'était à Saint-Valentin, le samedi, c'était trop bien, on a mangé ensemble, on a fait l'amour le soir, ouais, ok. Et le matin, on s'est réveillé, et là, il y en a un qui est parti en live. Des fois, c'est la nana, des fois, c'est le mec, c'est pas une histoire de sexe. Et du coup, tu vois, le lien c'est rompu, chacun a pris son espace. Sauf qu'à bout de 2-3 jours, t'as l'ocytocine qui va t'appeler, t'es en manque. Tu vois, le dimanche, t'avais dit, plus jamais ça, je veux plus jamais. Sauf qu'après 2-3 jours, tu vois, il y a tout ton système hormonal qui vit un manque, qui est en souffrance, en fait. Sauf que si t'es pas éduqué à comprendre ça, ton système nerveux va essayer de trouver toutes les raisons possibles pour l'expliquer. Oui, mais c'est vrai, c'était après son ovulation, tu sais, pour elle, c'est difficile le SPM. Là, je parle le regard des hommes. C'est difficile le SPM, tu sais, après, quand elle va avoir ses règles, elle va repartir sur la phase d'ovulation, ça va aller mieux. Ouais, certes, mais ça va se reproduire tous les mois. Oui. Tu vois, ou pareil pour un mec, tu vois, souvent un mec, le soir, c'est là où la testo est au plus bas, donc il est plus sensible, il a besoin, il est moins patient, donc et surtout s'il y a eu du sexe, tu vois, s'il a éjaculé, ça fait encore baisser plus la testo, et ce qui fait que le lendemain, s'il a pas assez dormi, s'il a pas assez mangé, tu vois, qu'il est vraiment en carence, il peut avoir une crise de dégage, quoi. C'est ça, en fait, qui son système nerveux va faire dégage, sort. Claire, il a vécu une crise. Mais s'il travaille pas sur lui, qu'il cherche pas mieux à se comprendre, à mettre en place une nouvelle façon de vivre qui va lui éviter d'avoir ces crises-là, comme pour la nana, ça se reproduira tout le temps. Et toi, quand tu y retournes, le danger, c'est que tu vas te positionner en sauveur. Tu fais, oui, je comprends qui tu es. Je comprends ta souffrance. Je sais ce qui se passe. Viens avec moi. Tu vas voir, ça n'arrivera plus. Comme quand tu essayes de sauver un alcoolique ou un toxicomane, parce que tu vois en lui le potentiel et tu vas dire, oui, grâce à moi, ça, c'est un truc qui arrive pas mal aux nanas. Enfin, je l'ai plus vu chez des nanas. Oui, mais ce mec, il est génial, mais il est alcoolique. Du coup, quand il est alcoolique, il est pas bien, il est violent verbalement, physiquement, puis des fois, il part avec ses potes. Mais je sais que moi, je peux le sauver. Voilà, là, t'es dans un rôle de sauveur, de thérapeute, c'est pas un rôle de partenaire. Ça peut pas marcher. Et là, on rentre dans un autre outil extrêmement puissant de la compréhension des humains, le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Même si tu le sauves, moi, j'ai fait plusieurs fois ça dans ma vie, tu vois, d'aller chercher inconsciemment des femmes à sauver. Le jour où tu l'as sauvée, elle se barre parce que tu deviens son bourreau. C'est obligatoire. Alors ouais, ça c'est hyper intéressant. J'en ai déjà entendu parler de cette triade, effectivement, le bourreau, sauveur, victime. Et ouais. Tu vois, t'introduis un nouveau terme, encore une fois, pareil, je pense qu'il va être réceptif, c'est le syndrome du sauveur. C'est je peux le sauver, je peux le rendre meilleur, mais je sais qu'il a un bon fond. Putain, ça c'est un truc que j'ai déjà entendu plusieurs fois. Hier encore, c'était une femme qui me disait c'était parfait avec lui, le sexe, on s'entendait bien, on passait du temps ensemble, c'était un homme élégant, qui était charmant, etc., qui me respectait, etc. Et puis à un moment, elle disait il a complètement changé finalement, et du coup, elle se reposait finalement sur mais je sais qu'il n'est pas comme ça, c'est pas lui, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est comme ça maintenant, et en fait, elle faisait abstraction de ça pour son lui avant finalement, mais s'il a réagi comme ça, il a choisi de réagir comme ça aussi, c'est qu'il s'est pas maîtrisé aussi, donc c'est qu'il y a un truc émotionnel derrière, qu'est-ce que t'en penses ? C'est exactement ça, il a son histoire à lui qui
qui fait qu'il réagit comme ça. Il peut évoluer. Ouais. Clairement, il faut déjà qu'il ait conscience qu'il y a une problématique, qu'il comprenne cette problématique-là, et qu'après, qu'il mette en place une nouvelle réalité pour pouvoir sortir de ce schéma-là. Ça fait beaucoup de choses. La plupart des humains préfèrent jouer les victimes. Ça, c'est vrai. Même si, alors, tu vois, c'est marrant, ça, c'est un truc que je vois beaucoup chez les hommes qu'on accompagne. Souvent, effectivement, c'est, ouais, de toute façon, c'est la faute des femmes, si on fait pas de rencontre, c'est la faute de la société, c'est la faute de machin, etc. Enfin, tu sais, posture, victimisation, en fait, finalement, c'est pas moi le souci, tout le monde est contre moi. Alors que les femmes, ce que je trouve qui est plus fréquent, c'est qu'elles se remettent énormément en question, ce qui est très positif. Mais par contre, le passage à l'action pour justement concrètement briser le cadre, redéfinir un cadre, poser des limites, etc., montrer que je ne suis pas d'accord, ça, elles ont plus de mal. Hein. Elles ont carrément plus de mal avec ça. Donc, typiquement, tu vois, bonne transition avec la partie, finalement, qu'est-ce que tu travailles toi en coaching avec elle, même si on en a parlé grosso modo déjà, mais qu'est-ce que tu fais en premier finalement, quand une femme, elle n'arrive pas à poser ses limites là-dessus? Vraiment, quels sont tes besoins? Tu vois, quels sont tes besoins? Est-ce que tes besoins sont nourris dans cette relation? Si oui, ok, de quelle façon? Qu'est-ce qui t'apporte? Parce que souvent, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, les premières séances avec les hommes et les femmes, c'est pas du tout pareil. Souvent, les nanas arrivent avec une problématique, donc tu vois, on a à peine le temps de se présenter, c'est, tu vois, elles ont besoin de vider leur souffrance. Et du coup, souvent, c'est assez intéressant parce qu'elles vont te parler de toutes leurs souffrances, 10, 15, 20, 30 minutes, tu vois, ça enchaîne, et puis après, ouais, mais c'est quand même un mec bien. Je suis d'accord, pourquoi? Parce que là, de tout ce que tu m'as dit, j'ai entendu que de la souffrance. Cite-moi juste un point positif dans votre relation. Et là, c'est le bug. Il n'y a pas de... Ah oui, t'as raison, en fait, il n'y a rien de positif. Ça arrive aussi chez les mecs, hein, des fois, quand les mecs s'attachent, tu vois, souvent quand les hommes n'ont pas eu... soit ils sortent d'une relation longue, et derrière, ils ont eu beaucoup de misère affective et sexuelle. Tu vois, la première nana qui veut d'eux, ils vont s'attacher à elle. Tu vois très bien de quoi je veux parler. Et ils vont même si toi, tu vois de l'extérieur que... c'est de la perte de temps. Ils disent non, mais là, j'ai jamais vécu cet amour-là, donc je peux pas le laisser partir. Encore une fois, c'est l'enfant blessé qui parle. Donc, pour revenir à ton sujet, l'idée, c'est d'aller chercher, toujours pareil, quand est-ce que tu te construis, que tu t'attaches à un idéal et pas à la réalité. Et souvent, c'est plus confortable pour ton esprit, pour ton système nerveux de s'attacher à un idéal qui n'existe pas et qui n'existera jamais, potentiellement, que d'être face à la réalité pas agréable quotidienne, en fait. Parce que quand tu te prends ça en face, ah oui, en fait, ce que je vis au quotidien, c'est dégueulasse, donc mon cerveau se crée un idéal auquel il s'attache pour être dans cette petite bulle inexistante de faux confort. Parce que ça, c'est hyper intéressant. Il faut comprendre que la grosse particularité de l'humain par rapport à toutes les autres espèces sur cette planète, c'est que on croit aux histoires qu'on se raconte. Tu vois, d'ailleurs, le plus grand exemple, c'est la religion. C'est les entreprises. Une entreprise, ça n'existe pas. Et pourtant, tu as des grosses entreprises à l'heure actuelle qui font des millions de dollars. Il y a des millions de personnes qui travaillent pour l'entreprise, mais une entreprise, c'est pas physique. La religion, c'est pareil. Tu dis, ah oui, je suis croyant, mais tu crois en cette histoire qu'on t'a racontée. On fonctionne tous pareil. On se raconte des histoires que quand tu les racontes à un autre humain, le mec se dit, non, mais lui, il est barjot. Son histoire qui se raconte, elle est complètement folle. Mais on s'identifie, on se crée toute une vie à côté de ça. Et ça, c'est la puissance du mental humain. Et si tu vas un peu plus loin, c'est aussi pour se sécuriser. On se raconte des histoires pour se sécuriser. Et c'est pour ça que tu as des mecs qui vont te dire, c'est la faute des femmes, la séduction, c'est plus possible. Oui, quelle est la peur derrière ça? J'ai peur d'être rejeté. Oui, ma femme ou mon mec, la relation que j'ai à l'heure actuelle est pas agréable, mais je crois en lui parce que je sais que c'est une personne géniale, je vais le sauver. Ouais, de quoi t'as peur derrière? D'être abandonné. Donc ton mental se raconte tout pour te dire non, vaut mieux que tu te racontes une histoire plutôt que t'ailles affronter tes peurs. Parce que le but de ton mental, c'est d'éviter de souffrir. C'est l'histoire de l'humain, quoi. Putain, je suis tellement d'accord avec ce que tu es en train de dire. On se raconte des histoires pour se sécuriser, pour se rassurer, pour se dédouaner aussi. Et c'est là le piège, se déresponsabiliser. Voilà, déresponsabiliser. Ça, c'est un truc qui est omniprésent, mais tu vois, on l'a dit tout à l'heure, c'est en se respectant soi-même qu'on arrive à poser des limites aussi aux autres et que du coup, les autres les respectent. Le respect, ça mérite. En fait, c'est la même chose. Hein. Mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est plus simple en fait de se dire mais c'est pas ma faute, c'est pas grave, il a quand même bon fond. Parce qu'en fait, ça vient respecter l'attachement un peu nocif qu'il y a, l'attachement toxique, comme on l'a dit. Donc ouais, je vois, toi, l'idée, c'est de changer l'estime, changer son comportement envers elle-même et envers les autres pour qu'elles changent leur posture, en fait, finalement, déjà par rapport à ça. L'idée, c'est de comprendre. Moi, mon job, c'est vraiment d'aller arriver à percevoir l'identité que la personne s'est créée et comment cette identité te fait rejouer toujours la même chose. Quand tu as identifié cette identité, tu vois, l'idée, c'est toujours, je parle de cette histoire de miroir. Moi, l'idée, c'est de mettre un miroir devant toi. Je dis, voilà, moi, c'est comme ça. Voilà comme je te perçois et voilà comment tu me racontes ton histoire. Pour moi, il y a
un déséquilibre. L'idée, c'est est-ce que la façon dont je te perçois, est-ce que ça te plaît? Ah bah oui, ça me fait du bien quand tu me dis que tu me vois comme ça. Je dis bah vas-y, maintenant on va aller vers ça. Que ta valeur perçue de toi-même soit à la hauteur de ce que moi je vois de toi. Et ça, je le fais autant avec les hommes qu'avec les femmes. Et je le fais aussi dans ma vie quotidienne, et c'est pas toujours, c'est toujours, c'est ma personnalité, quoi. Je vois un potentiel de ouf chez les gens. Je dis mais vas-y, fais ci, fais ça, tu vas voir. C'est vers ça que tu vois. Les gens ils te regardent, tu fais non mais je suis pas capable. Pourquoi? Ouais, c'est ça, tu vois, c'est là ce que tu es en train de dire, c'est là que je trouve que le coaching, l'accompagnement, le fait d'être soutenu par un mentor, un expert qu'il soit, ça prend tout son sens parce que tu te dis putain, mais pour moi, je serais pas capable de faire ça. Je suis pas capable de me respecter. Je suis pas capable de penser que je mérite mieux. Je suis pas capable de me défaire de ce lien que j'ai avec ces hommes que je rencontre. En fait, pour moi, ça me paraît inatteignable, ça me paraît pas faisable. Et en fait, finalement, moi, de la manière dont je le comprends aussi, si tu leur apprends aussi à accepter de perdre quelqu'un, en fait, de perdre les hommes, de perdre la personne avec qui elles sont, mais pour se retrouver elles-mêmes finalement, pour apprendre à se gagner elles-mêmes finalement, en fait, parce que elles se perdent aussi dans cette histoire-là. Enfin, je le vis comme ça, en tout cas, comme tu le décris. Ouais, c'est ça. L'idée, moi, je suis pas là pour dire quitte cette personne. Je suis là pour te mettre face à la réalité que tu vis et que tu comprennes que l'histoire que tu te racontes n'existe pas. Et qu'à un moment, bah, tu vas poser tes limites et tu vas te rendre compte. Et ça, c'est hyper puissant. Et c'est vrai que j'ai l'impression, tu vois, j'y pensais pour préparer le podcast, que les femmes ont plus cette facilité à d'un coup réaliser que l'histoire qu'elles se racontent, elle est pas agréable. Et pas elle pose une limite. Et du coup, t'as les mecs qui se mettent à courir derrière, c'est hyper puissant. Les hommes, tu vois, ils ont plus de difficultés à quitter, tu vois, une relation. Je sais pas pourquoi, j'ai pas encore réussi à comprendre ce qu'il fait au niveau hormonal. Je pense qu'on a plus, tu vois, nous en tant qu'hommes, on a le fait d'avoir une femme, ça nous sécurise énormément parce que voilà, ça doit être lié à la mère, tu vois, le rôle de la mère dans notre vie, c'est elle qui nous mettait en survie quand on était enfant, et si on fait pas attention, on peut s'attacher beaucoup trop fort à une identité féminine, comme si c'était la mère qu'on avait quand on était enfant, et forcément ça pose problème. Parce qu'il y a un moment en tant qu'homme, oui, bah il faut comprendre qu'on n'a pas besoin. Forcément, c'est plus agréable d'avoir ta partenaire quand t'es le soir, dans lequel qui te prend dans tes bras et avec qui tu vas t'embrasser, que tu vas avoir la douceur féminine. Mais est-ce que c'est à tout prix est-ce que ça doit être à tout prix, sachant que tu sais comme moi, au bout de 5, 10, 15 ans, cette douceur dans les couples, elle n'existe plus vraiment, si elle a existé. Et est-ce que tu as... Ah, dis-moi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais. Plusieurs infos. C'est que tu développes toujours de manière hyper imagée. Moi, j'arrive vraiment à me rendre compte de ce que tu leur fais travailler finalement. Donc, c'est hyper pertinent. Donc, oui, en fait, finalement, poser des limites aussi, ça va leur permettre de changer le type d'homme qu'elles vont attirer. Là, tu parlais de cette femme au départ, au début de l'émission, où là, ça s'articulait autour de la présence sur les applis de rencontre parce qu'elle veut faire de nouvelles rencontres. Comment est-ce que tu adapterais ça pour une femme qui a une relation en cours où elle veut récupérer un homme qui est un peu plus distant avec elle? Comment est-ce que justement elle peut poser une limite pour changer finalement le comportement de cet homme, pour qu'il redevienne comme avant, etc. Je pense que ça, c'est un truc qui va être très demandé, j'en suis persuadé. Parce que la majorité des femmes qui viennent vers nous, elles ont déjà un homme en target ou en couple ou leur conjoint tout simplement. Ouais, bah en fait, l'idée c'est que souvent, la femme, là en particulier, elle se crée une vision idéale de ce partenaire. Mais quand elle te raconte ce qu'elle vit au quotidien, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle s'est créé comme idée. Donc l'idée c'est d'arriver à lui faire exprimer cette l'incohérence ou l'ambivalence plutôt entre ce qu'elle perçoit et la réalité, tu vois. Et à partir de là, tu fais, mais est-ce que ça te convient ça? Bah non. Bah qu'est-ce que t'aimerais toi? Ah bah ce que j'aimerais, c'est ce que je perçois. Ok, donc comment tu vas l'exprimer? Bah effectivement, je vais dire voilà, quand tu fais ci, tu vois, c'est encore cette histoire de dynamique d'anxieux évitant, c'est de dire j'entends que tu aies besoin d'espace après un conflit, ou peut-être que oui, j'entends que ta rupture avec ton ancien partenaire, ça te met un peu distant. Mais moi, mes besoins sont comme ça. J'ai besoin que tu sois plus présent, que quand même tu gardes le lien avec moi. Tu vois, tu exprimes ce que tu ressens, tu mets dans la compréhension de l'autre et tu poses tes limites. Et là, il y a rien de plus touchant pour la personne en face. Voilà, elle me partage qu'elle tient à moi, elle me partage qu'elle me comprend et elle me dit, bah ça, c'est plus possible pour moi. Là, c'est à moi, la balle est dans ton corps, en gros. Donc, mais ça demande, tu vois, un travail de sécurisation pour être capable de faire ça, en fait. Que si t'es pas assez sécurisé, si t'as pas travaillé sur toi pour te dire que même si l'autre, le risque, c'est que l'autre dise, bah non, c'est pas possible pour moi. Bah ouais, du coup, il pourra jamais, si c'est pas possible pour lui, il pourra jamais te donner ce que tu veux. Donc, t'as rien à perdre derrière, vu que ce que tu as au quotidien, ça ne te convient pas. Bah, alors ça, je suis tellement, je suis en adéquation avec ce que tu dis. Hein. C'est de manière générale, quand une situation, quand on est malheureux dans une situation, bah finalement, j'ai envie de dire, comment ça peut être pire? Alors,
oui, ça peut être pire, mais on est déjà mal. Donc finalement, le seul moyen d'avoir une situation déjà mieux, c'est forcément mettre en place des actions pour changer ça. Et clairement, sortir de cette relation ou de redéfinir un cadre, définir des limites, etc., des choses qui sont pas acceptables. Je sais pas, mais exemple, putain, ça c'est un truc qui revient souvent, mais il y a beaucoup de femmes qui acceptent, qui l'acceptent sans s'en rendre compte, de manière inconsciente. Par exemple, que dans une dispute, on puisse se faire insulter, par exemple. Alors qu'en soi, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout quelque chose qui est acceptable. Et il y a pas de limite posée par rapport à ça. C'est oui, ça me fait du mal, ça me fait de la peine, mais bon, voilà, il est énervé. Mais s'il est énervé, il n'est pas obligé d'en venir là. Par exemple, donc pareil, là, il y a des limites à poser. Et je veux revenir sur un truc que tu as dit aussi dans l'émission, Thomas. Quand tu te sens plein par toi-même, quand tu te sens épanoui, quand tu te sens sûr de toi, en fait, t'es pas dans le désespoir de garder l'autre finalement. Et s'il convient pas à ce que toi tu as besoin et tes limites, en fait, c'est pas compliqué pour toi de le mettre pas dehors, mais de le mettre sur la ligne déjà. Je veux dire, non, là, c'est pas acceptable ça. Tu vois ce que je veux dire ou je vais en venir ou pas? De toute façon, le secret, c'est ça, c'est d'avancer au quotidien pour se remplir pleinement et d'être entier. Parce que tu sois célibataire ou en couple, quand t'es entier, t'as rien à perdre parce que t'es déjà entier. Et au contraire, vu que t'es entier, quelle que soit ta vie, quand tu vas aller, tu vois, moi, je prends souvent cet exemple quand je vais au supermarché, je sais que je rayonne en fait parce que j'arrive, je suis heureux, je kiffe, je sais que je vais aller acheter à manger ou quoi que ce soit. Et du coup, l'énergie que je dégage, tu vois, je suis juste heureux d'être là, je suis heureux d'être en vie, je suis heureux de aussi connaître mes faiblesses et comment je me suis construit à travers ma vie, et j'ai vécu des trucs horribles par rapport à plein d'humains, autant dans plein de niveaux, et que je suis toujours là. Tu vois, c'est souvent un truc que je fais dans mes coachings, je fais mec, t'as 40 ans, t'es encore en vie, souviens-toi, tous ceux que t'as vus avec qui t'étais au collège ou au lycée, regarde la situation dans laquelle ils sont. On a tous perdu des gens, on a vu des gens tomber dans les drogues et l'alcool, on a vu des gens dans des relations immondes, des gens avoir des accidents graves et tu vois, mourir ou être handicapé à vie, tu vois. Toi, t'es là, t'es pleinement vivant, donc vas-y, kiffe, mec. Ou meuf. Là, ce que t'as dit, ça m'a fait penser à un truc, toi, mais putain, en vrai, je te rejoins vraiment. Ça, c'est la good vibes interne, mais quelque chose qui, voilà, tu te sens plein, tu te sens vivant, et presque, en fait, en fait, ta propre compagnie te convient, tu te sens épanoui, tu pourrais rire à tes propres blagues. Je vois ce que tu veux dire, hein. Ça me fait penser à un truc qu'on avait dit à ma copine actuelle. On lui avait dit un truc qui était assez cool. C'était une rencontre qu'on avait fait dans un bar ou quoi. Tu sais, on a dû discuter, je sais pas, une demi-heure, une heure, je sais plus, de nous, de ce qu'on fait, etc. Et à la fin, cette personne, c'était une femme, elle lui a dit souviens-toi que t'es une super meuf. Elle lui avait dit ça, tu sais. Souviens-toi que tu es super. Et parce que peut-être qu'elle a senti que voilà, c'était une fille peut-être un peu réservée, un peu timide, mais qui était quand même quelqu'un de très bien et qui avait peut-être besoin d'un surplus d'assurance. Et elle a dit, souviens-toi, n'oublie pas que tu es quelqu'un de super. Et ça, j'ai envie de dire la même chose finalement aux femmes qui nous écoutent. C'est en fait, prenez conscience de ça, prenez conscience de vous-même en fait. C'est regardez-vous presque à la troisième personne. Je sais pas si tu vois cette image, se regarder à la troisième personne et se dire ok, mais en fait, je suis un super gars, je suis une super femme, je mérite d'avoir une relation qui me convient, je mérite d'être respecté. Tu vois où je veux en venir? Ah oui, c'est prendre du recul sur tes réussites. C'est un exercice que je fais faire régulièrement dans les séances. Tu vois, quand je vois quelqu'un a une estime de lui-même qui est trop faible, j'ai ok, j'entends que ton estime est un peu faible. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me lister toutes tes réussites. Mais tu peux commencer même, tu vois, je sais pas, oui, au collège, j'ai fait une compétition, ou ouais, au collège, j'ai jamais redoublé, tu vois. Des trucs les plus petits possibles pour que tu te nourrisses. Parce que, tu vois, c'est l'éducation. Il y a des gens, ils ont eu des enfances où ils se sont fait dénigrer en permanence, où, tu vois, par exemple, ils n'ont pas eu leurs parents, ils sont allés dans des foyers, ou ils sont allés dans des familles d'accueil, où ça a été de la maltraitance émotionnelle, voire physique. Du coup, leur estime d'eux-mêmes est dans les chaussettes. Et l'idée, c'est d'aller faire monter ta valeur perçue. De toute façon, c'est juste ça l'idée. Et ça, encore une fois, c'est de la prépa mentale. Tu vois, t'as des gens qui ont une énorme confiance en eux, mais c'est beaucoup au-dessus de ce qu'ils sont capables. Du coup, ils vont avoir des échecs. Moi, c'est pas souvent ces gens-là que j'ai en face de moi. Mais par contre, souvent, t'as des gens qui arrivent avec une estime d'eux-mêmes, une confiance en eux qui est trop basse. Et du coup, ils restent dans cette petite vie qui les satisfont pas parce qu'ils comprennent pas leur plein potentiel. Et j'imagine que moi, je comprends pas non plus mon plein potentiel que je n'ai pas encore réalisé. Tu vois. Mais l'idée, c'est d'avoir conscience que c'est notre mental, c'est nos croyances qui définissent notre réalité, en fait. Ouais, tu vois. Et c'est juste ça. Tu vois, il y a une phrase que j'adore de la physique quantique, c'est expliquer aux humains ce que
sait que ce qu'il y a autour de nous, tu peux l'appeler le Dieu, le divin, l'univers, tout ce que tu veux. L'idée, c'est pas ça de prendre position là-dessus. C'est comme demander à des poissons ce que c'est que l'océan, tu vois. Ce qui fait que nous, on n'a aucune idée, mais tu vois, on n'est rien sur toute l'histoire de l'univers. On est juste un petit humain qui apparaît un millième de seconde. Tu vois, on n'est rien. Donc l'idée, c'est d'arriver à profiter de cette vie, en fait, qui t'est donnée, qui est hyper courte, pour te libérer de toutes ces souffrances, en fait. D'aller vers le fait, oui, je suis conscient, je suis humain, j'ai vécu des traumas, je me suis construit à travers ma vie. Est-ce que je suis satisfait d'être là? Oui, vas-y, vibre-le. Ouais, putain, c'est trop cool ce que j'ai créé, quoi. Bravo. Bah non, je souffre un peu parce que dans ma vie pro, je me fais chier au boulot. Dans ma vie sentimentale, je suis célibataire. Ok, étape par étape. Dans ta vie sentimentale, t'es célibataire. Qu'est-ce que tu voudrais? Ah bah, j'aimerais bien être en couple avec une femme. Ok, qu'est-ce qui t'empêche de ça? Et tu vois, on va travailler là-dessus, on avance là-dessus. J'ai fait un super atelier hier avec les mecs, on était 20 ou 25, on a parlé de ça, en fait, comment le mental, c'est pareil, au mieux, il identifie le problème, mais après, il va se dire, ah mais c'est parce que je suis dépendant affectif, ah mais c'est parce que, de toute façon, je suis pas assez beau, et c'est parce que je suis trop grand, et c'est parce que j'habite chez mes parents, tu vois, il va se créer, il va se chercher des excuses pour rester dans cette situation-là. Et moi, j'appuie sur tous les boutons. Et je dis, quelle que soit l'excuse que tu vas me donner, de toute façon, je vais te la déprogrammer, je te le dis tout de suite. Ah, c'est hyper intéressant, là, comme tu l'amènes, de reconstruire cette assurance, reconstruire cette confiance pour changer le tir, finalement, changer la posture. Je suis bien fan. Là, si tu as d'autres exemples d'exercices que tu donnes comme ça, je pense que ça sera apprécié pour faire ce switch. Là, tout ce que tu as dit, c'était hyper intéressant. Bah ouais, faire le point sur tes réussites, ça c'est hyper puissant. Tu veux faire le point sur tes réussites, et ensuite ce que j'aime bien faire aussi, ça c'est surtout quand des gens, tu vois, ils ont l'impression ils identifient que leurs relations se reproduisent toujours pareil, donc je leur dis vas-y, fais le point. Quel âge t'avais dans ta relation, combien de temps ça a duré, quel était le schéma de la personne, qu'est-ce qui s'est rejoué, comment ça s'est terminé, comment tu t'es senti au début de relation, en fin de relation. Parce que souvent quand tu fais ça, surtout quand les gens ah mais là c'est le bon, c'est la bonne, c'est génial, je fais ok super, vas-y, essaye d'identifier les points de similarité avec ta relation avec ton ex, que t'as dit que c'était un ou une perverse narcissique. Et là tu fais ah oui c'est vrai, comme tu me le dis, maintenant que tu me le dis, je vois que là quand elle me dit ça je m'écrase, ou quand il me dit ça je suis déjà en train de m'écraser. Alors que quand il me raconte l'histoire, tu vois, l'histoire c'était souvent, tu vois, c'est le premier date, tiens, première soirée, on passe la nuit ensemble et la nana pète une crise de jalousie parce que le mec reçoit un SMS à 22h. Et le gars s'explique. Non, mais tu comprends, c'est mon frère parce qu'il est malade, nanani, nanana. Je fais, mec, où est-ce que t'as besoin de te justifier? Vous êtes rencontrés sur Tinder il y a une semaine, vous avez fait un premier date, deuxième date, elle vient chez toi, tu l'accueilles dans ton univers, tu lui fais confiance, tu lui laisses cet espace, ça ne l'a pas fait. C'est elle qui est venue chez toi. Et là, tu reçois un SMS, l'autre a fait sa crise de jalousie. C'était une nana, et même si c'était une nana, je veux dire, vous êtes en couple, vous êtes mariés. Bah non, d'où est-ce que tu as à te justifier? Au contraire, va la challenger. C'est quoi le problème, en fait, que je reçoive un SMS à 22h? Tu vois, et là, que ça soit un homme ou une femme, vas-y, positionne-toi. Où est le problème? Explique-moi. C'est clair. Donc là, soit la personne en face, ça appuie sur un de ses boutons, elle pète une durite, elle montre son système nerveux, comment il n'est pas régulé. Oui, mais tu comprends, ça devrait pas arriver, nanani, nanana. Je fais, wow. Reviens, je t'ai posé une question très simple. Où est le problème? Ouais, c'est sûr, c'est d'autres nanas, t'as pas de nanas. Je dis, vas-y, quelle est ta peur derrière ça? Bah oui, j'ai peur qu'il y ait d'autres femmes. Ok, quelle est ta peur derrière ça? Le fait que j'ai d'autres femmes? Que tu me trompes et que tu me trahisses. Ah, bah voilà. Ce SMS est venu activer ta blessure de la trahison. Vas-y, parle-en moi, je te connais très bien. Oui, mais non, je veux savoir qui c'est. Ça a changé quoi de savoir qui c'est? Si c'est une nana, ça va te conforter dans ta peur. Et si c'est, par exemple, mon frère qui sort de l'hôpital et qui me dit qu'il va bien ou qu'il a besoin d'aide, tu vas te sentir conne, donc tu vas te dénigrer. Pour arriver à ce niveau, faut avoir un système nerveux que tu arrives à réguler, autant dans la crise de l'autre que dans toi, tes émotions. Ah, c'est clair. Et d'autant plus que, en fait, quand tu l'as dit, c'est juste sain, c'est juste normal de pas avoir justifié dans ce genre de cas, évidemment, parce que personne, tu viens de la rencontrer, c'est réel. Mais en plus, en allant te justifier par excès, tu vas confirmer finalement la réaction qu'elle a eue et tu lui dis ouvertement, en fait, oui, cette réaction est totalement normale. Tu es dans ton plein droit de me challenger là-dessus, alors qu'en fait, non, genre, j'ai juste reçu un SMS à biper ou je ne sais quoi. Enfin, il faut se détendre. Et effectivement, là, c'est dans ces moments-là où ça devient hyper important de mettre des limites et dès le début, parce que ça va sécuriser la personne qui a peut-être des insécurités aussi. Et c'est exactement ça. Si toi, tu vas te justifier, tu es en train de faire ce que tu peux pour sécuriser la personne en face de toi. Alors que le job,
il n'est pas là. C'est pas à toi de sécuriser l'autre. C'est à l'autre d'aller voir qu'il y a une insécurité de ce côté-là et que c'est pas en attendant que l'autre te sécurise que toi tu vas te sécuriser. Parce que tu pourras jamais avoir le contrôle sur l'autre. Surtout quand c'est la première nuit que tu passes avec une personne, que toi ça fait 6 mois que tu es sur Tinder, que l'autre tu sais même pas parce que la part des gens sont pas honnêtes réellement depuis le temps. Ils sont sur Tinder et combien de dates et combien de partenaires ils ont eu, surtout pas la première nuit, tu vois. C'est plutôt chacun fait oh, oui, mais moi ça fait 2 jours que je suis sur Tinder. Oui, moi j'y viens jamais. Hein. Donc l'idée c'est ça, c'est d'arriver toi à être assez sécure pour faire non mais j'ai reçu un SMS et alors le problème sous-entendu bah écoute si ça n'est pas tu sais tu vas aussi rentrer chez toi parce que là t'es chez moi en fait je t'ai fait venir chez moi donc la moindre des choses c'est de respecter mon espace, valoriser peut-être le fait que oui j'accueille un inconnu chez moi, que je te fais confiance, que tu peux aussi te barrer en pleine nuit en me tuant, en osant venir quelqu'un chez toi pour voilà faut oublier aussi les histoires horribles qu'il y a derrière ça donc mais j'ai confiance en toi donc je te fais venir dans mon univers, donc plutôt que de me hurler dessus parce que je reçois un SMS, vas-y sécurise ton système nerveux, fais ton job chérie, avec un I ou avec un E, et on y va, quoi. Voilà. Parce que, et ce qui est intéressant, tu vois, là, je vais parler du point de vue des hommes, en tout cas des femmes, pardon, c'est qu'une nana, si tu lui parles comme ça, si tu te justifies, rapidement, tu vas être le mec qui se débarrasse que t'es trop gentil, que tu bambous et qu'elle veut pas un autre enfant à la maison. Mais si par contre, tu poses tes limites un petit peu trop fort, bah t'es un pervers narcissique. L'équilibre, c'est d'arriver à se positionner comme ça, tu vois. Non, mais vas-y, pas de problème. Si ça ne va pas, tu sais, t'as une maison, j'ai ma maison, ciao, quoi. Vous se connaissez depuis 2 jours, y a pas de problème. Ok, ça me parle bien. Ça me parle bien carrément, là, c'est cette notion de placer des limites. On a parlé de comment tu faisais en coaching concrètement, finalement. Là, tu vois, un message aux femmes qu'on pourrait adresser, finalement, c'est si une femme, bon, on va supposer qu'il y a une femme, mais il y en aura plusieurs quand même. Si une femme nous regarde et se reconnaît finalement dans tout ce qu'on a dit depuis le début, là déjà, Thomas, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui, finalement qu'est-ce que tu lui conseillerais pour sortir de la spirale dans laquelle elle est? Parce que moi, je vois ça comme un cercle vicieux, en fait, finalement, hein, qui se répète sans cesse. Le fameux motif, le fameux pattern. Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est toujours un peu difficile de faire sur un cas général, mais l'idée, c'est d'observer, déjà de faire le point sur ce qu'elle veut. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'on leur a jamais demandé qu'est-ce que tu as envie, comment tu veux qu'elle soit ta relation. Ah ben, je veux un mec bien. Ouais, ok, d'accord, mais c'est quoi un mec bien et là, c'est le blanc. Bah, vas-y, va plus loin. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse comme travail? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il ait comme activité de son côté? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme activité avec lui? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Est-ce que tu as envie d'habiter avec lui? Est-ce que tu as envie d'avoir un enfant avec un homme? Tu vois, c'est tout ça, en fait, toutes ces réponses auxquelles tu peux répondre. Tu vois, par exemple, je vais reprendre l'exemple du coaching d'hier, la personne, elle est indépendante, elle a monté sa boîte et tout ça. Pour moi, je vois en gros 3 profils, tu vois, au niveau boulot, tu as le fonctionnaire, le salarié et l'indépendant. Si tu es indépendant, que tu as créé ta boîte, entre nous, j'ai un peu de mal à voir que tu puisses avoir une relation avec laquelle qui va te nourrir avec un fonctionnaire. Il y a trop de différences dans la vie quotidienne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'indépendant, quotidiennement, sa vie, elle est jamais pareille, il va avoir des nouveaux clients, il a des challenges quotidiens. Le fonctionnaire, je comprends tout à fait que ce soit très confortable. Tous les jours, sa vie, elle est à peu près pareille, il a les mêmes collègues, il a le même salaire et tout ça. En tant qu'indépendant, tu peux aller vers, tu vois, éventuellement rencontrer un cadre sup, un salarié, tu vois, qui va aussi gérer une vie différente des gens parce que sa vie va être un peu différente. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. L'idée, c'est d'aller chercher, d'aller creuser quel serait ton partenaire idéal, autant dans sa profession que dans ses activités, que dans la façon dont il voit la vie, tu vois. Qu'est-ce qu'il attend de la vie? Est-ce que lui, quand il se balade en forêt, il voit la magie de la vie partout? Ou au contraire, lui, sa vie, c'est moi, je suis dans la ville et c'est là que je me sens bien, tu vois. C'est toutes ces choses-là, en fait. Qu'est-ce que tu veux créer, toi? Comment tu t'es créé ton univers et quel autre univers quelle partie de l'univers de l'autre veux-tu, tu sais, si tu prends l'ikigai des japonais, tu vois, tu prends ton cercle, ton univers à toi et tu viens le matcher avec un univers d'un autre. Quelle partie d'univers tu veux garder pour toi tout seul et quelle partie tu veux partager avec quelqu'un? Tu vois, pour parler de moi, je sais que j'ai des activités que j'aurais toujours envie d'avoir de mon côté. Par contre, j'ai envie d'avoir des activités que je kiffe avec ma partenaire. Et je sais qu'aussi, dans l'idéal de ma relation, tu vois, c'est aussi quelque chose qu'on peut bosser. Après, ça, c'est plus avancé. Quel type de relation tu veux? Moi, je sais que mon idéal, c'est une relation que je vais dire de prophétique. Ça veut dire que je veux, avec ma partenaire, que notre relation soit tellement intense et inspirante qu'on puisse inspirer les autres. C'est-à-dire qu'on va créer un projet pro pour se générer un revenu à deux. On va chacun avoir nos revenus de notre côté. Bon, on va se créer une activité aussi à nous deux pour pouvoir générer un revenu supplémentaire. Le but dans une relation, c'est de créer le plus
de liens possibles. Plus tu as des liens, plus la relation elle est intense. Et pour moi, de mon point de vue, le projet professionnel commun, c'est un lien supplémentaire, tu vois. Et si on fait pas gaffe dans nos relations, on passe notre temps à gérer des conflits qui n'avancent à rien, alors qu'on pourrait gérer, à créer un projet, que ce soit un projet familial, un projet pro, un projet perso, qui nous nourrissent encore plus et qui nous remplissent tous les deux, quoi, de façon personnelle et aussi qui remplissent l'entité qu'on a créée, c'est-à-dire le couple. Et ça fait une bonne transition sur l'idée, c'est quand tu es avec deux personnes entières, bah, tu décides consciemment de te mettre en relation pour créer une troisième entité, qui est cette relation qui est entière aussi. Si tu arrives avec deux personnes qui se mettent en relation pour combler leurs blessures, pour combler leur vie d'intérieur, cette entité-là ne va pas être saine. Et ça sert à rien d'en vouloir à l'autre, de culpabiliser, de voir ça comme un échec. Au contraire, c'est l'opportunité d'évoluer et de comprendre ton schéma interne, ton univers à toi, comment le rendre plus magique, plus rayonnant pour attirer quelqu'un qui est dans la même dynamique. Et comme ça, on sort de la victimisation et de l'histoire des pervers narcissiques et des manipulateurs et des manipulatrices et des gold diggers et des michetots et tout ça, en fait. C'est l'univers que tu as attire ce qui lui manque. Donc, s'il te manque rien, bah, tu attireras un univers complet aussi et tu créeras un magnifique univers. Ah putain. C'est pas mal, ça. Ouais. Franchement, c'est waouh. Là, je te jure, elle est super cette phrase là que tu as dit à la fin là, genre vraiment. Ici, franchement, je suis hyper réceptif. C'est pour ça que plat et entier, tu t'en fous, t'as besoin de rien, t'attires l'univers tout entier. Putain, ça, c'est puissant. Ouais. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, tu vois, en coaching, en love coaching, tu vois. Moi, le but de ce que j'aime le plus faire dans mon boulot, c'est d'accompagner des gens à vivre une sexualité extrêmement puissante, parce que pour moi, c'est la base de la guérison et de la connexion à l'autre. C'est la sexualité. Mais pour arriver à ça, il y a toutes les étapes, parce que pour arriver à une sexualité intense avec quelqu'un, il faut arriver à s'ouvrir, il faut arriver à faire confiance, il faut arriver à avoir confiance en son corps, à aimer son corps, et tout ça, c'est un process de dev perso. La séduction, l'envie d'être avec quelqu'un t'a amené, oui, je veux l'homme parfait, mais au final, tu mets le doigt sur plein de trucs et le fait de souffrir dans ta vie intime va te permettre de transformer ta vie réelle. Et tu vois, on l'a eu avec pas mal de coachés hommes, en particulier, où les mecs, ils arrivent là parce que ils veulent rencontrer une femme, et au bout de 6 mois, un an et demi, ils font, ouais, ma vie intime a tellement changé que j'ai envie de changer ma vie pro, parce que je me rends compte que ce que j'ai mis en place dans ma vie perso, je peux le faire dans ma vie pro, tout simplement parce qu'il était dans son univers qui le satisfaisait pleinement, et que là, il a tellement changé les limites de son univers, la façon dont il voyait son univers, qu'il a envie de tout changer. Et c'est là que je dis que je fais le meilleur métier du monde. Le plus beau, en tout cas. Ah bah, c'est clair. Oh, c'est chouette. Franchement, je suis encore sur cette... ça, en fait, j'en avais déjà conscience, c'est pas la première fois, mais je trouve que tu l'as très bien amené. Hein. Effectivement, c'est cette quête-là, hein, mesdames, là, pour conclure cette émission. C'est vraiment, à partir du moment où vous allez prendre plus conscience de vous-même, de ce que vous faites, vos actions qui vous emmènent pas forcément dans la bonne direction, définir votre besoin, ça c'est ce que tu as dit, qu'est-ce que vous voulez, avec quel type d'homme vous voulez évoluer, quoi faire avec lui, quoi faire seul, et être à l'aise à être seul aussi, hein, évidemment. En fait, justement, vous attirez l'univers à vous, et un univers quand même beaucoup plus enviable. Mais c'est la loi de l'attraction, ça, en fait, hein, Thomas, c'est ça, hein. Moi, j'aime pas trop tous ces termes-là, mais l'idée, c'est que tu sais si tu... en fait, l'idée, tout ça, c'est de la physique quantique, c'est l'histoire des aimants, tu vois. Tu auras beau essayer d'attirer quelque chose vers toi, tant que tu es dans le... je vais le dire en une phrase pour que ce soit plus clair, et c'est là où toute la loi de l'attraction, le fait de se répéter des choses ne marche pas forcément. Si tu es toujours en train de dire, oui, je veux plus d'argent, si tu dis ça, c'est que derrière, il y a un manque ou une peur de manquer. Donc, tu vois, ça peut pas marcher. Tout l'idée, c'est toi, ce que tu visualises. Si tu es toujours en train de dire, il faut que je gagne plus d'argent, il faut que je gagne plus d'argent, c'est que tu as peur de pas avoir assez d'argent, tu vois. Tu fais, non, en fait, je comprends que mon besoin, c'est de gagner tant par mois, parce que je sais quand j'ai cette quantité d'argent, je réponds à tous mes besoins. C'est hyper subtil, mais c'est ça. Tu vois, un autre exemple que j'avais vu, c'était plutôt que de faire des demandes, visualise. Tu vois, je l'avais vu aussi, c'était les Indiens dans le nord des États-Unis, où il fait très chaud et très froid, il pleut pas beaucoup. Tu vois, si tu dis je veux qu'il pleuve, je veux qu'il pleuve, je veux qu'il pleuve, ça marche pas. Par contre, tu visualises déjà la pluie, tu sais que t'es pas en danger, en fait. L'idée, c'est ça, c'est de réaliser que tout ce qu'on veut, c'est lié à des peurs, et que tant que t'es dans la peur, t'attires la peur, en fait. Tu vas attirer des gens un peu réussis. Alors que si toi, tu visualises, tu prends conscience de tes réussites et que tu te connectes vraiment à qui tu es, à tes
réussites, à tes faiblesses, à tes forces et que tu connais tout ça et que tu es satisfait de ta situation, bah, tu vas attirer que du meilleur. Voilà. Mais bon, ça, c'est encore une fois, c'est de la théorie. L'idée, c'est de passer à la pratique et d'utiliser des cas concrets qui parlent aux personnes, à chacun et qui vont faire des liens avec leur histoire. Tu vois, l'idée, c'est vraiment cette histoire de ricochet. Ce que tu vis là avec ton ex ou avec ton partenaire actuel, tu l'as déjà vécu avec une autre personne, tu l'as déjà vécu avec tes parents. Tes parents l'ont déjà vécu dans d'autres histoires. Tes arrière-grands-parents l'ont vécu aussi. Et tu vois, je l'ai vu l'autre jour avec une femme qui se fait toujours tromper. Ah, j'en ai marre, tous mes mecs me trompent. Sauf que quand tu remontes dans son histoire, bah, tu comprends qu'elle est issue d'un adultère, qu'elle a été élevée par sa mère toute seule parce que sa mère a eu un rapport avec un mec marié que son père l'a jamais reconnu. Donc, elle est issue d'une trahison. Donc, forcément, tu vois, la trahison, la blessure de la trahison est à un niveau cellulaire chez elle extrêmement puissant. Ce qui fait qu'inconsciemment, toutes ces relations, elle va les mettre en place pour se confirmer que tu ne peux pas avoir confiance en un homme, qu'un homme va forcément te trahir et elle va tout mettre en place inconsciemment. Donc, l'idée, c'est d'aller identifier ça et de déprogrammer et de voir que sa peur, son besoin d'un mec, tu vois, souvent les nanas vont te le dire, ah, moi, ce que je veux, c'est un mec fidèle. Oui, mais si tu as envie d'un mec fidèle, c'est que tu as peur d'être trahi. Oui. Enfin bref, tu vois, chacun a son histoire et c'est créé à travers ça. Et souvent, avec les 3 outils dont on a parlé, les blessures de l'âme, le type d'attachement et le schéma, le triangle de Karpman, avec ça, ça permet d'avoir une meilleure vision de qui tu es et comment tu t'es construit et comment tu crées ta réalité pour toujours te conforter dans tes croyances. Putain, ouais, c'est fascinant, comme tu dis, on a tous un driver un peu, enfin avec un élément en fait qui nous emmène vers notre perception des faits, de la réalité, de l'histoire qu'on se raconte. Tu l'as dit, et on vient provoquer totalement inconsciemment, par contre, effectivement, parce que personne n'a envie d'être trompé, évidemment, enfin, je suppose. Mais ce que tu dis, c'est qu'effectivement, les actions sont dirigées inconsciemment vers ça, sans même qu'on s'en rende compte, en exemple. Ouais, c'est ça. Et toujours pour la même histoire, c'est que ton mental, sortir de sa zone de confort, c'est pas possible, donc il va te rester dans ta croyance. Tu vois, je t'avais dit, tous les mecs sont ça, tu vois. Ouais. En fait, on vient confirmer, je dis oui, mais voilà, j'en étais sûr, les femmes, elles sont toutes comme ça. Ah oui, j'en étais sûr, les mecs, c'est tous des connards qui trompent, j'en étais sûr. Putain, oui, ça fait écho avec tous les appels que j'ai. C'est marrant. Oui, tous les mecs qui ont un peu de moyens financiers vont dire, ah, mais j'en ai marre, j'attire encore une nana qu'on veut qu'à mon pognon. Tu vois, mais qu'est-ce que tu mets en valeur? Est-ce que c'est que t'as valeur? Est-ce que tu t'habilles? Pourquoi tu t'es identifié à la réussite financière alors que tu pourrais t'identifier à plein de choses, tu vois? Putain, c'est clair. Et vice-versa, avec les femmes, pourquoi tu te plains finalement de tomber que sur des connards qui en veulent qu'à ton cul ou au sexe, mais tu te mets en valeur peut-être sur les applis, sur les réseaux, sur ces attributs-là qui sont purement physiques, plastiques, physiques, sensuels. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais par contre, forcément, vu que c'est ça qui est mis en avant et presque uniquement ça, c'est ça qui va être attirant chez toi, en fait, finalement, le plus. C'est que ta valeur perçue de toi-même ne dépend que de tes seins et de tes fesses. Et c'est ok, super, la nature t'a doté d'un corps qui plaît au pays où tu vas. Parce que tu serais dans un autre pays, on aime les femmes fortes et pas les femmes menues, tu vois, comme en France, on les aime, en moyenne, je veux dire. Mais pourquoi tu mets ça en valeur? Il y a d'autres choses à mettre en valeur de toi. Et tu vois, c'est hyper intéressant quand on fait des analyses de profils féminins avec les mecs, parce que je les accompagne à décrypter les profils. Souvent, ce genre de profil, mais des photos comme ça, on montre ses seins, ses fesses et tout. Mais en gros, il y a écrit monogamie et relations sérieuses. C'est complètement incohérent. Tu vois, un mec de tu sais très bien en lisant ça que la nana, elle utilise, ça aussi c'est un outil que j'aime bien, c'est les archétypes. Elle utilise l'archétype de la séductrice à travers son histoire, tu vois, et elle pense que tu obtiens un homme qu'avec ton corps. Donc elle met encore son valeur. Sauf qu'un mec de valeur, il va pas voir une nana juste pour son cul et ses seins. Au contraire. Putain, c'est extrêmement vrai ce que tu dis. Ouais, je suis d'accord. Quand j'en parle beaucoup avec les gars ou même aussi avec des amis, des entrepreneurs, tu vois, même, ils disent souvent, comment dire, effectivement, trop se mettre en avant là-dessus, ça les désintéresse même. Les mecs qui veulent un peu plus de ça les désintéresse même. C'est vrai que c'est que ça. En fait. Ça attire que des mecs qui veulent des trophées pour montrer à leurs potes, regarde, je l'ai baisé. Donc ils vont te baiser, derrière, ils disparaissent. Ils ghostent, ils bloquent et tout, et c'est horrible. Derrière, tu te sens, les nanas se sentent juste utilisées et sales. Enfin, on peut pas imaginer nous autant comme si il faudrait s'être fait violer par un homme pour qu'on puisse comprendre. Tu vois, c'est tout pour qu'on puisse comprendre, mais on peut pas comprendre. C'est horrible. Donc ça, tu peux pas changer l'homme le comportement qu'il a avec toi. Par contre, toi, tu peux changer ton univers pour que ces gens-là, tu les attires plus. Ah putain, il y a beaucoup de choses très concrètes là, que tu as dit là sur la fin, clairement. Ouais. Tu peux pas changer les personnes que tu fréquentes
fabricants, tu peux pas changer leur réaction, comment ils vont agir. C'est très vrai. Par contre, tu peux redéfinir ton cadre, tu peux changer toi ta manière d'y réagir, tu peux choisir quelle voie tu prends ou tu ne prends pas. Ouais, je te rejoins, à 2000%. En fait, tu vois, ça peut être une bonne façon de conclure. Moi, ma vie, elle a vraiment changé il y a quelques temps quand j'ai compris qu'on avait tous des traumas, en fait. On a tous une histoire avec des réussites, des souffrances qui nous ont construits et qu'en fait, quand on est en conflit avec quelqu'un, que ce soit la personne qui te regarde mal dans la rue ou quoi que ce soit, en fait, t'as activé chez la personne un trauma et lui, il réagit comme il peut avec son stress. Donc ça sert à rien de lui en vouloir. C'est juste son prisme à lui que t'es venu activer. C'est bon, j'ai l'impression que j'ai figé, mais tu me vois toujours. Je crois que ta caméra a figé, effectivement. C'est sur la fin en plus, mais bon. Je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. On peut être très surpris de la manière dont les gens vont réagir, alors que nous, on comprend pas en fait réagir de manière véhémente, de manière très, comme tu dis, ne serait-ce qu'avec un regard. Tu dis mais pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait être aussi agressif ou énervé parce que je l'ai regardé, tu vois, ou pas regardé comme il l'entend, tu vois, parce que ça a activé quelque chose dans sa mémoire interne ou dans ce que lui il a déjà vécu effectivement. Là où toi du coup non, ça n'active rien. Donc voilà pour au lieu, tu vois, de te sentir agressé par lui parce que lui il s'est senti agressé, tu fais ah oui, j'entends, j'ai activé son système de défense, du coup il m'agresse et la meilleure chose à faire c'est moi aussi j'ai vécu des traumas, viens mon humain à toi aussi, on est tous comme ça en fait. On est tous, et c'est ça qui est hyper intéressant en séduction, c'est qu'on vient tous s'appuyer sur les boutons du début à la fin de notre relation. Et soit tu penses que l'autre est méchant, soit tu dis ah oui, bah lui aussi il est traumatisé et je vais essayer de mieux comprendre son univers pour qu'on arrive à vivre tous les deux ensemble avec nos deux univers. Ouais, encore une fois, tu as un truc qu'on n'a pas dit clairement, mais en fait la communication c'est hyper important dans déjà pour comprendre soi, ses propres limites, ce qu'on veut, son besoin, mais aussi échanger avec l'autre sur ce qui n'est pas possible d'accepter et ce qu'on ne peut pas changer aussi chez lui. Hein. Donc en fait, communiquer, ça reste hyper important. C'est ça que j'en comprends là dans cette dernière phrase que tu viens de dire, clairement. C'est ça, avec toutes les difficultés que des fois, juste un mot, tu vas dire toi un mot, chez l'autre personne en face, le mot que tu utilises, ça active le système nerveux défensif, du coup il va réagir, soit en se figeant, soit en fuyant, donc tu vas plus le voir pendant 3 jours. Tu vois ce que j'explique en fait, une blessure physique, toi tu as une plaie par exemple, même le plus doux des baisers sur une plaie ouverte, ça fait mal. Une blessure émotionnelle, ça se voit pas, mais même toi si tu arrives avec tout l'amour possible pour essayer de guérir cette plaie émotionnelle en lui faisant le meilleur des baisers dessus, bah ça va le faire souffrir et il va réagir. En fait, il faut vraiment le voir comme ça, on est couvert de blessures émotionnelles qui ne se voient pas. Et ce qui fait que des fois on appuie on met le doigt dans ces blessures émotionnelles sans s'en rendre compte et ça fait souffrir l'autre. Compréhension, compassion et tu peux arriver à construire éventuellement quelque chose avec quelqu'un. Voilà, prendre sa part de responsabilité et puis avancer. D'où l'importance de faire cette introspection, comme tu dis, déjà définir la base, hein, par rapport à soi, ce qu'on peut changer sur soi pour attirer justement l'univers à soi, l'univers qu'on a choisi, qui sera différent. Et tu sais, toutes les rencontres que tu vas faire, même si à un moment tu as l'impression d'avoir guéri, par exemple, ma blessure de l'abandon, tu vois, moi là c'est bon, j'ai compris, tu penses que tu l'as guéri, et là tu vas avoir une expérience de vie, on va venir t'appuyer dessus en direct, et là ça va te faire péter une durée, tu vas faire, ah bah oui, j'ai encore du boulot, je pensais que c'était merci, et là du coup tu le vois différemment, tu fais merci, je pensais que c'était guéri, et là tu m'as montré clairement que voilà, t'es venu m'appuyer sur mon bouton, je le considérais pas, merci, je vais aller retravailler ça, je vais aller explorer ça. Je pense que c'est une veille sur la vie en fait, une discipline sur la vie effectivement de se découvrir toujours plus et de comprendre comment ça fonctionne, hein, et pourquoi on réagit comme ça, comme tu dis, peut-être qu'au bout de 6 mois on va revenir un peu dans un schéma où je me sens anxieuse, j'ai peur d'être abandonné, etc. Puis non, mince, les limites, mon cadre, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui n'est pas négociable finalement, et se reconnecter à ça finalement. C'est ça, l'aventure continue quoi. Exactement, l'aventure continue. Et de toute façon, on n'en sortira pas vivant, donc autant kiffer quoi. De toute façon, on n'en sortira pas vivant, donc autant kiffer, autant être passer le temps avec des personnes qui nous conviennent, qui nous plaisent, et passer des bons moments. Autant se libérer, tu vois, et puis avancer. Quoi. Ça fait une très bonne clôture, je pense. Donc, mesdames qui écoutez cette émission, on a abordé beaucoup de choses. Si vous avez reconnu dans ce que vous avez entendu, dans le partage de Thomas vis-à-vis de son expérience chez Lovers in Paris, mettez un commentaire, racontez-nous votre histoire, si vous avez trouvé des similitudes, si au contraire il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas du tout d'accord. Et il y a aussi une option, c'est d'en parler aussi en one-one. Hein, donc, il y aura un lien en dessous de cette vidéo que vous pouvez sélectionner pour prendre un rendez-vous et pouvoir voir votre situation un peu plus en détail. Voilà. Donc, Thomas, je te remercie de ta caméra.
caméra est toujours figée, mais moi, je te remercie Voilà. d'avoir participé. Clairement, ça a été hyper instructif pour moi aussi. Hein. C'est toujours très précieux, quoi. Donc, je te remercie. Avec plaisir.